Alors la conférence de ce soir, l'heure de sortir du ghetto, c'est sûrement un titre qui a dû vous faire sourire quand vous l'avez vu. David Lépée va nous montrer en quoi aujourd'hui, dans notre opposition, notre volonté d'opposition radicale au système, nous allons rencontrer énormément d'obstacles et de difficultés. Il faut vraiment faire gaffe à ne pas tomber dans certains écueils, notamment sur les questions autour de la doctrine et des idéologies. Nous devons sortir justement d'anciens clivages et nous concentrer sur un langage nouveau qui est le nôtre, qu'on doit imposer et non pas se laisser submerger par le langage de nos ennemis. Grâce à notre opposition d'aujourd'hui, on va façonner une métapolitique, la métapolitique de demain. Voilà, donc je vais laisser David Lépée. Merci beaucoup aussi pour cette invitation. Alors, je sais que vous délivrez déjà dans le cadre de l'Action française des séminaires ou des petits cours pratiques qui sont liés à ce thème-là, de ne pas tomber dans les pièges du système et notamment les pièges du média. Donc, je vais peut-être répéter ce que certains de vos cadres auront dit, mais c'est en répétant qu'on fixe les choses dans l'esprit. J'ai plutôt l'habitude de donner des conférences ou des causeries, on va dire plus modestement, qui tiennent à l'histoire des idées, à la philosophie politique. Là, on frôle un domaine un peu vaseux qui est celui du coaching, hein, comme on dit en entreprise, d'où le terme de séminaire dont je parlais avant. Rassurez-vous, je ne vais pas vous faire un cours de développement personnel sur les chakras ou la psyché. Ce sera plutôt du développement collectif, mais ça compte aussi, c'est important, ça nous intéresse davantage. Et vous vous rendrez compte assez vite que sans aucune prétention scientifique ou académique, les sujets dont je vais vous parler ne sont pas les fruits de hautes études, mais plus du simple bon sens. On va parler ce soir de communication. Sortir du ghetto, c'est-à-dire comment arriver, débarquer sur la place publique et se faire entendre sans tomber dans les panneaux qu'on nous tend. Et c'est exactement le même débat qu'on peut avoir dans le monde de l'entreprise et de l'économie avec le marketing, la communication de manière générale, et pour qui a frayé un peu avec ces domaines, notamment dans le milieu professionnel, c'est mon cas, on s'aperçoit bien vite qu'il n'y a pas besoin d'être licencié en quoi que ce soit, si ce n'est d'avoir un peu de bon sens. Sortir du ghetto, c'est un terme qui peut paraître inapproprié, mais qui, je pense, dans votre cas comme dans le mien, a toute son importance. Il s'agit de briser le cordon sanitaire. Vous êtes une force d'opposition, parmi d'autres. Et toutes les forces d'opposition vont être marginalisées, stigmatisées, de façon à ce que vous ne puissiez pas prendre la parole ou que votre parole, si vous la prenez, ne soit pas légitime. Donc c'est ça, briser le cordon sanitaire. C'est une expression qui a été utilisée dans les années 80 par certains intellectuels. Moi, je ne viens pas du tout de la même famille de pensée que vous. Ma sensibilité me porterait même plutôt vers une sorte de national-républicanisme qui vous est très étrangère. Mais en même temps, depuis que j'ai lu le livre de Stéphane Blanchonnet, je sais que la question du régime, en moment de crise, peut être tout à fait secondaire par rapport aux ennemis communs et aux difficultés, les difficultés contre lesquelles il faut lutter. Moi, j'ai rencontré l'Action française avec vos camarades du sud, de Marseille et d'Aix-en-Provence, et très vite, j'ai senti certaines affinités, parce que même si on n'était pas d'accord sur la question du régime, et même qu'on était assez opposés, je voyais qu'on avait les mêmes ennemis, que ce qui nous dérangeait dans la France et l'Europe actuelle, c'était les mêmes choses, et qu'il y avait une même lutte contre le mondialisme, contre le capitalisme, contre l'immigration, contre tout un politiquement correct qui nous étouffait au même titre. Il y a un autre point commun, finalement, c'est que vous, comme moi, sommes stigmatisés, que ce soit extrême droite, extrême gauche ou encore n'importe quoi d'autre, et pourtant, dans l'histoire de France, le royalisme peut difficilement être considéré d'extrême droite, étant donné qu'il est historiquement antérieur à la notion même de gauche et de droite, qui, je vous le rappelle, date de la Révolution française tout de même. Et le socialisme dont je me réclame est non pas antérieur, mais extérieur, alors cette fois pas historiquement, mais politiquement et sociologiquement, à ces notions-là. Le socialisme originel, ce que le PS ne sait pas, ne veut pas se rappeler, n'est ni de gauche ni de droite, ce qui nous fait déjà un point commun. Donc il est important de refuser l'étiquette, par exemple, d'extrême droite qu'on vous accole de temps en temps. Philippe Muret disait « J'ai toujours du mal à imaginer qu'on puisse avoir une existence assez vide pour se demander qui est réactionnaire et qui ne l'est pas ».
Et c'est vrai. Et pourtant certains, notamment du côté des journalistes, passent beaucoup de temps à ça. Alors, je vais commencer par un premier point, mais qui est fondamental, c'est la question du langage. Maîtriser le langage, c'est extrêmement important. Aujourd'hui, nous vivons, et n'ayons pas peur des mots, justement, sous un régime de novlangue médiatisé et politique qui nous est imposé par le haut. Et qu'on voit jusque dans la manière dont les gens, et notamment vos ennemis, se définissent. Quand les républicains, puisque maintenant l'UMP s'appelle comme ça, quand les républicains disent « nous sommes républicains », déjà, c'est une autodésignation, nous ne sommes pas obligés de les croire, et c'est une confiscation, parce que pour une France moderne née de la République, ça sous-entend que tous leurs adversaires ne le sont pas. Les socialistes, j'en parle même pas, parce que ça fait longtemps qu'ils s'appellent comme ça, et ça fait longtemps que ce terme ne correspond plus, c'est un parti de gauche, c'est un parti libéral de gauche, mais ils ne sont absolument pas socialistes. Ensuite, on voit dans le langage politique, quand on parle d'un plan social dans une entreprise, ça n'a évidemment rien de social. Pour prendre un débat sociétal un peu plus récent, la fameuse GPA, quand on utilise des acronymes, c'est déjà mauvais signe, parce que ça veut dire que on essaye de neutraliser une réalité. Et ensuite, quand on décrypte l'acronyme gestation pour autrui, il y a quelque chose qui relève de l'altruisme et de la générosité chrétienne, parce que quand c'est présenté comme ça. L'IVG, évidemment, quand on parle de l'IVG, ça sonne mieux qu'avortement, c'est quand même moins dur. Donc tous ces mots-là, nous ne sommes pas obligés de les utiliser, parce qu'il y a d'autres manières de désigner la réalité qu'ils recouvrent, parce que ces mots sont faussés au départ. Quand on commence avec ces mots-là dans le débat, on a déjà un peu perdu. Certains progressistes vont encore plus loin que le vocabulaire autorisé, voudraient le radicaliser encore. Je pense par exemple à un texte des Femen que j'avais lu qui devant les manifestations des pro-vie, puisqu'on parle de l'avortement, disait non mais les médias ne devraient pas parler de pro-vie mais d'anti-choix. C'est exactement la même chose, mais c'est une manière de passer du positif au négatif. Alors, le premier pas, avant de s'exprimer correctement, c'est d'apprendre à traduire ce qu'on lit, puisqu'on est bombardé d'informations médiatiques. Bertolt Brecht, ça nous ramène à loin, écrivait que dans les époques exigeant la tromperie et favorisant l'erreur, le penseur s'efforce de rectifier ce qu'il lit et ce qu'il entend. Phrase après phrase, il substitue la vérité à la contre-vérité. Et c'est pour ça qu'il est important de se forger un arsenal lexical. Cela dit, s'il faut donner un conseil de lecture quand même, je conseillerais un bouquin qui est sorti l'an passé, qui est le livre d'Ingrid Riokreux, sur le langage médiatique. Elle a une thèse intéressante. Elle dit c'est très bien de faire des contre-médias, comme vous le faites par exemple, de faire des médias dissidents, c'est très bien, mais le plus important n'est pas ça. Le plus important, c'est déjà de traduire ce qu'on nous dit. Assez proche de la thèse d'un autre auteur qui s'appelle Olivier Reboul, et qui dans son livre Langage et idéologie, nous dit « Méfiez-vous des mots chocs ». Il y a des mots qui sidèrent, il y a des mots qui médusent, et dont le but est comme la méduse, de figer, de changer en pierre, plutôt que de permettre la réflexion. C'est ce vocabulaire-là qui, par la peur, nous empêche de penser. On passe de la peur au réflexe, et ensuite du réflexe à la normalisation, parce qu'une fois que la peur est passée, on continue d'avoir l'habitude toujours de penser de cette manière-là. Et Laurent Fidès, un autre auteur dont le livre est disponible aussi aux éditions de l'Artilleur, nous dit « On voit ici fonctionner un processus d'intimidation à double détente. Dans un premier temps, c'est la peur qui contraint au silence, puis la règle du silence acquiert sa propre autorité et passe pour être normale. On ne s'exprimera plus sur certains sujets non pas à cause de menaces potentielles, mais par conviction que ces sujets n'ont pas à être abordés sous un angle critique et que ceux qui s'aventurent dans cette voie sont des individus mal intentionnés et peu fréquentables. » Et ça, c'est effectivement ce deuxième stade où on n'a même plus peur, mais où ça ne se fait pas. Et là, on est passé de la logique de la terreur, qui est la première, qui est courte, mais qui permet de sidérer les esprits, à une logique, on va dire, de salon où ça ne se dit pas. C'est la bonne éducation. Ces mots, ces idées ne devraient pas s'employer. La novlangue, elle ne se fait pas uniquement par la réécriture des mots, mais aussi par la disparition de certains mots. Il ne faut pas oublier, on a tendance à l'oublier, et surtout les progressistes qui voudraient sans cesse réécrire la langue, on le voit aussi avec les réformes qui sont proposées à tout moment, ceux qui cessent d'être nommés cessent d'exister. Pas tout de suite, mais à la longue. C'est un vieux débat qu'on a depuis le Moyen-Âge dans la scolastique entre les réalistes et les nominalistes. Est-ce que la réalité est dans le nom? Est-ce qu'elle est dans l'universel? Est-ce qu'elle est dans la chose? C'est une question philosophique complexe. Mais la seule chose sur laquelle tout le monde est d'accord, c'est que le nom a son importance et que lorsqu'on cesse de nommer, et c'est le but d'ailleurs de tous les totalitarismes, les choses qui sont nommées finissent par disparaître. Il y a un livre alors, qui parle sur un sujet assez différent de la France actuelle, mais qui est la Corée du Nord, d'un auteur journaliste qui s'appelle Philippe Grangerot. Son livre s'appelle « Au pays du grand mensonge », qui examine ainsi la propagande nord-coréenne telle qu'il l'a observée. Il écrit « À tout ce qui compte est automatiquement attaché un jugement de valeur.
Rien n'est neutre, tout est bon ou mauvais. Ça me rappelle d'ailleurs dans un documentaire sur la Corée du Nord, on voit une classe qui visite un musée zoologique, un musée d'histoire naturelle, et la professeure explique toujours devant chaque vitrine derrière laquelle il y a un animal empaillé, si l'animal est bon à manger ou si on peut rien en tirer, en gros, s'il est profitable à l'homme ou pas. Et après chaque explication, la prof demande aux enfants, alors cet animal, est-ce qu'on doit l'aimer ou non? Et puis le cerf, est-ce qu'on doit l'aimer? Oui, il est bon. L'abeille, oui, elle fait du miel. La guêpe, non, elle ne sert à rien, etc., etc. Je poursuis la citation. Ce qui, bien entendu, réduit d'autant le champ d'expression de la pensée. Un esprit sain voudrait-il se rebeller qu'il ne trouverait qu'avec difficulté les mots pour s'exprimer. C'est pas vraiment la question du mot, c'est la question de la conceptualisation de l'esprit. Quand vous cessez de nommer, vous finissez à moyen terme par cesser de conceptualiser, et quand vous ne pouvez plus conceptualiser la réalité dont il est question, à part si c'est une chose matérielle, évidemment, si le mot table disparaît, la table restera. Mais quand il s'agit d'une idée, d'une valeur, ça risque bien d'être anéanti. On a des exemples très connus de ça en linguistique. Tous les linguistes nous parlent par exemple de la langue des Inuits, qui est un idiome parlé par très peu d'individus dans le monde, mais on sait que dans la langue des Inuits, il y a je ne sais plus combien de synonymes, ou plutôt de nuances de blanc. On ne parle pas des nuances de gris, mais des nuances de blanc. Les nuances de blanc, on a l'impression que nous, en français, blanc, c'est blanc. Mais parce qu'on ne vit pas chez les Inuits où leur vécu empirique, leur expérience, pousse à faire des nuances qui correspondent au degré de nuance de leur réalité qui n'est pas la nôtre. Et ça, c'est bien la preuve que ces nuances sont liées à un habitus, à une manière de vivre. Un exemple aussi beaucoup plus à court terme, mais que je connais un peu ayant vécu en Chine, c'est qu'avec la politique de l'enfant unique, qui a été édictée en 78, je crois, mais qui, le temps que ça se mette en place, on va dire le début des années 80, la réalité du frère et de la sœur a disparu. C'est en train de revenir maintenant parce que la loi s'est assouplie pour des raisons démographiques. Mais la génération qui est la mienne, en gros, en Chine, n'ont pas eu de frères et de sœurs. Et là, le mot n'a pas disparu parce qu'il n'y a pas eu le temps, mais il s'est reporté sur le cousin et la cousine. Et je connais beaucoup de Chinois, effectivement, quand ils disent les mots Didi, Gogo, Tie, Tie, Mei, Mei, enfin ça dirait petite sœur, grande sœur, petit frère, grand frère, ça parle des cousins et des cousines. C'est une preuve que le mot est toujours lié à la chose. Il ne faut pas neutraliser ou rendre les choses trop abstraites. Michel Maffezoli, dans un entretien qu'il avait accordé à Causeur il y a quelques années, disait « Une idéologie s'achève quand elle n'a plus les mots pour décrire le réel. Quand un mot ne désigne plus rien de probant, il devient incantatoire. » Ça, c'est dans l'autre sens. Il y a les mots qu'on ne dit plus, et il y a les mots qu'on surexploite exactement pour la même raison, c'est pour faire oublier que derrière, il n'y a que du vide. Même Rousseau en parlait déjà dans son contrat social, il disait « Méfiez-vous quand vous arrivez dans une cité et que vous avez le mot liberté dans les champs, dans les banderoles et partout, c'est que vous avez débarqué dans une tyrannie. » Il n'y a pas de régime qui a davantage ce mot à la bouche de liberté que les tyrannies. Et aujourd'hui, dans notre France actuelle, je pense que des mots comme démocratie, où vraiment la démocratie, ça devient davantage un corpus de valeurs tout à fait discutable qu'un principe de gouvernement républicain, il n'y a rien de plus galvaudé que ce mot, ou bien vivre ensemble. On sait, plus ce mot est là, et moins le vivre ensemble est effectif. Autre aspect de la langue, c'est qu'à force d'être stigmatisé, vilipendé, injurié, il y a une tendance dans tous les groupes minoritaires ou opprimés à retourner le stigmate et à se l'approprier. Alors, je vais vous faire 3 définitions croisées de linguistes qui ne sont absolument pas de votre bord, mais qui ont bien perçu la chose. Il y en a une, c'est Josiane Boutès, une linguiste, qui, dans son livre « Le pouvoir des mots », écrit « Il s'agit de s'approprier des désignations considérées comme injurieuses, dégradantes ou humiliantes, par lesquelles les autres nous nomment, et ce faisant, d'en changer la valeur sociale. Retourner le stigmate est une opération sémantique proprement politique à laquelle se livrent des groupes minoritaires ou dominés. Elle consiste en une réappropriation de termes injurieux ou disqualifiants. Les noms péjoratifs par lesquels une société donnée désigne un groupe sont repris et modifiés par le groupe lui-même. Ils sont exhibés comme emblèmes identitaires et ce faisant, leur charge péjorative ou humiliante est transformée en son contraire. Donc ce qui était stigmatisant devient fierté. C'est une manière de ce qu'on appelle le retournement du stigmate. Un autre, un philosophe proche des milieux anarchistes, Stefan Haber, dans sa critique de l'antinaturalisme, c'est le titre de son livre, écrit « Des termes à l'origine destinés à insulter, à stigmatiser, à discriminer des populations et des corps vulnérables peuvent être repris par des porte-paroles de ces mêmes populations pour devenir alors les mots symboles de l'affirmation d'une fierté nouvelle. » Troisième définition, et là on s'éloigne de plus en plus de ce que nous sommes, Judith Butler, donc papesse de la théorie du genre, qui écrit «
reprendre le nom que l'on vous donne, ce n'est pas se soumettre à une autorité préexistante, car le nom est déjà ainsi arraché au contexte qu'il avait auparavant et prend place dans un travail de définition de soi. Le mot injurieux devient instrument de résistance au sein d'un redéploiement qui détruit le territoire dans lequel il opérait auparavant. Donc plus c'est académique universitaire et plus c'est difficile à comprendre déjà. Mais disons, si vous avez compris la première citation qui était d'assez de bon sens, vous aurez compris les deux autres. C'est une tentation qu'on peut tout à fait comprendre dans certains milieux, puisqu'on a touché la question du genre et du féminisme. Je vais prendre ça comme exemple ou contre-exemple parce que c'est un sujet que je connais un peu en observateur, puisqu'effectivement j'écris quelque chose là-dessus. Une équivalent française de Judith Butler qui s'appelle Marie-Hélène Boursier, encore qu'elle ait changé de nom parce qu'elle est depuis une moustache et d'autres organes internes. À l'époque où elle était, où elle était femme, elle a beaucoup écrit sur ces questions-là et elle militait pour ce retournement du stigmate. Elle appelait ça le dirty talking, parce qu'évidemment, il faut savoir, vous aurez remarqué que les féministes prennent non seulement leurs ordres dans le monde anglo-saxon, mais leur vocabulaire. Dirty talking, effectivement, c'est le mot sale, c'est le domaine de l'injure, en général, qui est employé pour discriminer l'autre, mais là, ça peut devenir une forme de réappropriation. Elle considère ses partisans comme des freaks, donc des monstres. Ça fait référence, vous avez vu le film de Todd Browning sur les femmes à barbe, les hommes troncs, film qui serait interdit aujourd'hui, mais qui montre à quel point, dans l'Amérique du début du XXe siècle, on payait pour montrer des handicapés. Cela étant dit, tout ça ne date pas du postmodernisme. Et ce mode de l'inversion est assez vieux. Si on pense à la Révolution française, finalement, les sans-culottes qui se sont revendiqués comme sans-culottes, au départ, ont été stigmatisés comme sans-culottes. Parce que le sans-culotte, c'est celui qui n'a pas les moyens de se payer une culotte, qui manque d'élégance, qui est un gueux, c'est ça un peu l'idée. Et finalement, à force d'être stigmatisé par l'aristocratie et la haute bourgeoisie, les gens des faubourgs se sont dit, tiens, nous sommes les sans-culottes. Il y a même une phrase de Robespierre qui disait, alors qu'il lui, c'était assez fort de café de la part d'un avocat poudré habillé à la mode de l'Ancien Régime, mais a dit devant la Convention nationale, nous sommes les sans-culottes et la canaille. Canaille, voilà aussi canaille, mais évidemment c'est quelque chose qui est plutôt péjoratif, mais il y a un beau poème qui a été mis en chanson par les communards qui dit « c'est la canaille, eh bien j'en suis ». Parce que les communards et les révolutionnaires avaient été traités de canaille, donc à force on dit « bah oui, nous sommes la canaille ». Des sans-culottes de la Révolution aux sans-dents sous Hollande, finalement c'est la même logique. La citation de Hollande sur les sans-dents était tellement choquante que bien des gens des classes populaires se sont dit bah oui, nous sommes les sans-dents et nous sommes fiers de ne pas avoir l'heure de plaire à cette hyperclasse. Puis avec Macron et les gens qui ne sont rien, j'ai vu qu'il y avait des mouvements sociaux qui s'intitulaient les riens, nous ne sommes rien, parce que il fallait répondre à l'insulte. Le problème, c'est que ce mode de l'inversion, il fait partie maintenant de la culture populaire. Quand vous allez voir un concert et que vous dites ce concert c'est mortel ou c'est une tuerie, à moins que ce soit un concert au Bataclan, ça n'a pas beaucoup de sens. Excusez-moi. Mais il y a une inversion, on ne sait plus ce que ça veut dire. Le langage populaire, l'argot des jeunes, joue par inversion et par provocation. Un exemple du XXe siècle, quand De Gaulle attaquait les 68A en disant c'est de la chienlit, ça fait rire tout le monde parce que c'est facile de ringardiser une expression comme celle-là, mais ensuite on trouve dans la collection des affiches de mai 68 la revendication de la chienlit. Et comme observateur du féminisme, je prends encore quelques exemples. Je parlais de la Commune. Les femmes qui ont participé à ce mouvement social et populaire de la Commune ont été stigmatisées par les Versaillais comme étant des pétroleuses. Les pétroleuses, si vous voulez, c'est des incendiaires, des pyromanes. On les accusait d'arriver avec du pétrole et de foutre le feu aux bâtiments, ce qui était en grande partie faux. C'était vraiment une rumeur pour effrayer le bourgeois. Et ensuite, alors là c'est amusant, un journal féministe a décidé par inversion du stigmate de s'appeler les pétroleuses en 1974, donc un siècle après. Quel courage. Mais dans le milieu féministe, vous voyez ça tout le temps. Seulement, le problème, c'est qu'à partir du milieu féministe, ça commence à ne plus marcher, parce que en fait, c'est pas très drôle et ça continue de faire peur. Quand des féministes s'appellent des chiennes de garde, vous pouvez retourner le truc dans tous les sens. Les chiennes de garde, ça veut quand même dire ce que ça veut dire. C'est quand même des inquisitrices. Un autre exemple, à Sciences Po, il y a quelques années, je ne sais pas si c'est toujours le cas, il y avait un groupe dans l'université qui s'appelait les GARS. Alors GARS, c'est un acronyme qui voulait dire Groupement d'action et de réflexion contre l'environnement sexiste. C'était voulu, bien sûr, ce n'était pas un accident. Et donc déjà, GARS, voilà, vous avez un stigma, comme on dit dans le langage féministe, qui est inversé. Et sur leur site internet, elles se revendiquaient hystériques, mal baisées, émasculatrices.
Alors, c'est amusant, mais est-ce que le stigma arrive à être renversé? Il y a quelques années, un phénomène qui est apparu au Canada, mais qui est arrivé, je pense, en France, en tout cas en Suisse, ça a été le cas, c'est là, en anglais, la slut walk, la marche des salopes. Une lutte contre le harcèlement sexuel de femmes qui défilent sur les avenues des grandes villes en petite tenue ou nue en disant j'ai le droit de me balader à poil, ce n'est pas une invitation pour autant, c'était quoi? My dress is not a yes, mon vêtement n'est pas un assentiment. Et ça on le voyait déjà avec les fameuses 343 salopes qui revendiquaient l'avortement. C'était la même méthode. Maintenant on parle de gens qui sont racisés, c'est-à-dire qui sont discriminés pour leur origine ethnique. Il y a eu ce problème, bien sûr, avec les Noirs et des insultes racistes comme nègre, négro, et eux se le sont réappropriés. Évidemment, tant que c'est entre eux, parce que si ça vient de l'extérieur, ça reste une insulte raciste, mais entre eux, ils finissent par s'appeler comme ça. Et je peux le comprendre, les homosexuels en fait pareil avec le mot PD. Souvent, vous débarquez dans une soirée homosexuelle, si vous ne savez pas où vous êtes, vous dites, mais qu'est-ce que c'est que ces beaufs homophobes, quel langage affreux, peu châtié. Mais c'est le seul truc qu'ils ont trouvé. Et beaucoup de nationalistes, et là on se rapproche de notre sujet, vont avoir tendance à faire pareil en disant, on en a marre d'être traités de fachos alors que nous ne le sommes pas, mais finalement, à force de nous dire que nous le sommes, pourquoi pas, entre nous rigoler, nous sommes des fachos. Il y a une ironie lourde actuellement, répétitive, où finalement on se complaît dans ce stigmate, et ça ne mène à rien, si ce n'est à rester dans un entre-soi qui est assez puéril, parce que finalement, nous sommes nauséabonds, et c'est vrai que nauséabond, c'est tellement rigolo qu'on a envie de répéter, mais je me souviens, quand j'étais plus jeune, à l'époque où j'écoutais beaucoup de rap, d'un groupe marseillais qui s'appelait la Funky Family, qui avait dans une chanson, je ne sais plus laquelle, une phrase qui m'a toujours marqué. Alors il se plaignait de la manière dont la police les stigmatisait, notamment en tant que banlieusards immigrés, alors qu'eux étaient sages, gentils, mais on les accusait de brûler des voitures, si je me rappelle bien de la chanson. Et il y avait une phrase, il disait « Ne nous prends pas pour des fouteurs de merde ou on le deviendra vite ». Et puis, je réfléchissais, mais qu'est-ce que ça veut dire cette phrase? Ça veut dire que si on continue de dire que tu brûles des voitures alors que tu es innocent, tu vas finir par en brûler vraiment. Et donc tu seras coupable. Il y a un retournement qui est très vicieux, et ça prouve qu'il faut être un esprit faible pour tomber dans le piège que nous tend celui qui veut nous stigmatiser, mais seulement dans les milieux nationalistes, j'ai rencontré ça, mais très souvent, c'est-à-dire de gens qui n'ont absolument rien de fasciste, mais qui ont beaucoup souffert du fait d'être stigmatisés comme tels, et qui se sont dit, à force de nous mettre à l'amende, de nous marginaliser, de nous mettre au banc de la société, on va vraiment l'être, et puis au moins vous aurez une raison de nous haïr, de nous pénaliser, de nous mettre en prison. Seulement, qu'est-ce que vous aurez gagné? Absolument rien. La citation de Stefan Haber dont je parlais, cette fierté d'être ce que d'autres veulent agressivement que l'on soit, mais il n'y a aucune fierté à être ce que l'autre veut que nous soyons, si ça ne nous correspond pas. Voilà, vous êtes royaliste. Si l'ennemi vous accuse, vous êtes royaliste, avec un terme de dédain et de mépris, parce que dans son système de valeurs c'est mal, vous pouvez l'accepter en disant, oui, on est d'accord sur le mot et pas sur la valeur. Mais si on vous dit vous êtes fasciste ou raciste ou je ne sais quoi, rien ne vous oblige à accepter ce stigmate, parce que ce stigmate est inapproprié. Alors voilà, il faut éviter de devenir ce qu'ils veulent que nous soyons. Donc je me pose en faux par rapport à tous les exemples que je vous ai donnés, qui viennent de tout autre milieu, mais je pense que l'exemple des féministes, aussi éloignés soient-ils de notre propos, montre que ça ne marche pas. Et pourtant, elles ont les médias derrière eux, elles ont le système derrière eux. On leur déroule un tapis rouge qu'on ne vous déroulera jamais. Et malgré ça, leur logique rhétorique, leur logique linguistique ne fonctionne pas. Donc elle fonctionnera encore moins avec vous. Donc cette idée d'extrême droite, de fascisme, il faut rompre complètement avec ça. Eux continueront bien sûr de vous insulter, mais il ne faut pas rentrer dans leur jeu. Et j'arrive à mon deuxième point, qui est incarner et assumer ces idées. Moi, j'ai passé pas mal d'années dans l'extrême gauche très radicale. J'ai fréquenté les anarchistes, et notamment ce qu'on appelait les Black Blocs, donc ces gangs qui, à la faveur de manifestations et d'émeutes, tentent de se réapproprier symboliquement des quartiers en les libérant de l'influence commerciale ou mondialisée, ce qu'ils appelaient des zones autonomes temporaires. Ça vient d'un philosophe anarchiste américain qui s'appelait Akin Bey. Dans ce milieu-là, c'est des gens qui défilent en noir et en cagoule et qui font peur, non même plus aux bourgeois, mais à tout le monde. Il faut bien savoir que dans l'extrême gauche de cette époque, mais je pense que ça n'a pas changé, parce que si ça avait changé, nous le saurions. Parce que quand on s'éloigne d'un milieu, ça permet de faire le tri, de purger, puis de voir qu'est-ce qu'il en ressort. Dans le milieu anarchiste, il y a une tradition qui vient à la fois de l'anarchisme et du maoïsme, qui est assez sympathique, c'est celle des journaux muraux. En Suisse, là où je vis, il y en a, je suis peut-être un des seuls à les lire, mais la nuit, ils plaquent
des journaux sur les murs. C'est assez intéressant, mais il y a des textes d'ailleurs de qualité, mais ce n'est jamais signé. C'est signé Le Concombre masqué, Le Vengeur libertaire, etc., etc. On ne sait pas qui est derrière, on ne sait jamais, et quand on défile dans la rue, c'est Black Bloc, donc batte de baseball, cagoule. Donc non seulement on fait peur, parce que c'est une image de violence, de hooliganisme, mais en plus on ne sait pas qui est, parce qu'il y a une espèce d'anonymat lié à la cagoule, au fait de ne pas voir le visage. Ils pensent qu'ils sont tellement dangereux qu'il faut se cacher parce que sinon ils vont aller en prison. Évidemment, si vous cassez une vitrine, vous irez en prison, mais pas forcément à cause de vos idées, simplement à cause de l'incivilité à laquelle vous vous êtes livré. Mais c'est un folklore lié au mouvement révolutionnaire qui est un folklore de la clandestinité. Parce que dans l'histoire des derniers siècles, des révolutionnaires ont dû se cacher pour arriver à leur but. L'exemple de la résistance française, évidemment, sous l'occupation allemande est un bel exemple. Seulement aujourd'hui, c'est plus du tout comme ça. Déjà, eux risquent beaucoup moins que vous. Donc c'est d'autant plus ridicule de se cacher comme ça. Ce folklore de la clandestinité est devenu un fétichisme, une manière de jouer à la guerre, de jouer à la révolution, et non pas de faire avancer l'action politique. Je pense à quelque chose d'un petit peu plus concret, le Comité Invisible, qui avait écrit L'insurrection qui vient, un pamphlet alors extrêmement mal écrit, pompeux, mais avec quelques idées intéressantes. En réalité, l'opinion publique a commencé à s'intéresser au Comité Invisible au moment où il y a eu une enquête policière autour d'un individu, j'ai oublié son nom d'ailleurs, mais qui vivait avec une petite communauté dans le Larzac, et il a fallu individualiser cet homme pour que les gens puissent se dire « je suis d'accord » ou « je ne suis pas d'accord ». Le Comité Invisible, en dehors des groupes anarchistes et de leurs ennemis, n'intéressait personne. Et ça, c'est quelque chose qui était déjà le cas il y a quelques décennies avec les situationnistes. Ils voyaient ce qui se passait en Russie, ils disaient le culte de la personnalité, le stalinisme, c'est affreux, il faut sortir de ça. Donc maintenant, nous allons avoir la vraie égalité, nous allons être anonymes, nous allons être la taupe de Marx, la taupe qui creuse pour changer la société. Et pourtant, quand on dit situationniste, tout le monde pense à Guy Debord. Parce que Guy Debord était une personne talentueuse, mais d'un égocentrisme incroyable. Mais malgré ce défaut-là, c'est grâce à lui qu'on retient cette école-là, parce que tous les tâcherons talentueux qui étaient derrière, et qui ne signaient pas leur manifeste, ne pouvaient pas avoir droit de parole dans la société qui est la nôtre et qui est la société de communication. Et ça, c'est même pas lié au capitalisme ni aux médias, c'est lié à la manière dont les êtres humains ont de communiquer. Et pour ça, je m'inscris en faux avec des gens comme Francis Cousin, qui sont des gens sympathiques par ailleurs, mais qui, alors lui, est resté sur cette idée-là, fort paradoxalement dans son cas, comme Debord d'ailleurs. Sauf que lui, je pense qu'il est beaucoup plus humble humainement. Mais effectivement, si ces idées ont beaucoup de succès, notamment parmi la jeunesse, c'est parce qu'il a, et c'est là où je voulais en venir, il a un nom, un visage et une voix. Et c'est exactement ce que nous devons avoir. Un nom, un visage et une voix. C'est comme ça qu'on est identifié. La meilleure idée du monde ne fonctionne pas dans un cadre d'abstraction pure. Les gens ont besoin de personnaliser. C'est pas qu'ils sont bêtes ou qu'ils sont incapables de penser les concepts. C'est juste que la communication se passe comme ça. On arrive dans un moment assez favorable dans l'histoire de la technologie. Je pense notamment à Internet. Actuellement, alors que le système officiel, mainstream est verrouillé, on a cette voix qui nous permet d'incarner un nom, une voix et un visage. Ce qui n'était pas le cas avant, où justement, à l'époque des journaux muraux, des petites feuilles. Donc ça, je dois reconnaître qu'aux anarchistes il y a 15 ou 20 ans, peut-être qu'ils n'avaient pas le choix. Peut-être que la technologie n'était pas prête pour ça. Mais maintenant, ils n'ont plus aucune excuse. Et vraiment, même si je suis en désaccord avec eux, moi qui les ai beaucoup lus, il y avait des plumes et des talents intéressants. Mais personne ne les connaîtra jamais parce qu'ils ont fait le choix de tomber sous prétexte d'égalitarisme, de tomber dans ce culte de la clandestinité, soi-disant parce qu'ils avaient peur d'être fusillés le lendemain si jamais ils signaient un Datzeba ou bien si jamais ils retiraient leur cagoule en pleine rue pendant une manif. Donc oui, je pense que c'est un moment favorable. Alors évidemment, il y a le contre-coup de ça. Et c'est une autre forme d'égalitarisme et d'horizontalité, c'est que chacun peut prendre cette initiative de dire moi je parle en mon nom, avec ma voix et avec ma gueule. Ça peut donner à des excès en termes de narcissisme et, comme le disaient les situationnistes, de culte de la personnalité. Et ça, on peut le voir sur Internet, dans les milieux dissidents, qu'ils soient de gauche, de droite, cette tendance existe et elle est négative. Seulement, je ne pense pas que ce soit si grave que ça, parce que ceux qui réussissent quand même le méritent. Et je crois qu'avec Internet, qui est tellement horizontal et démocratique, il y a une autorégulation. Chez les plus jeunes, dans une génération de youtubeurs, et notamment de youtubeurs politisés, on a l'impression, en voyant ça, que le niveau baisse, parce que c'est des gens qui débarquent tout de suite en disant « j'ai une webcam, donc je peux me permettre de parler à l'humanité, même si je n'ai pas lu 3 bouquins ». Mais le public ne se laisse pas forcément prendre, et je crois vraiment, avec le temps,
Le jugement de l'opinion autorégule. La génération YouTube, la génération Facebook pousse à incarner, et c'est ça qu'il nous faut exactement maintenant incarner. Il ne faut avoir ni honte, ni fausse pudeur. Il ne faut jamais s'excuser d'être ce que l'on est. J'en reviens à l'auteur dont je parlais avant, Laurent Fidès, dont le livre, je ne sais plus le titre exactement, mais le programme de ce livre, c'était de déconstruire le discours intimidant. Il disait, mais à un moment, vous êtes légitimé à penser ce que vous pensez, battez-vous, argumentez, mais ne vous laissez pas intimider. Parce que c'est ça le problème. Argument contre argument, vous avez des chances de vous en sortir, parce que si vous êtes bien formé doctrinellement. Mais si on vous culpabilise, ou qu'on vous fait peur, ou qu'on vous intimide, ce sera beaucoup plus dur. Le bon côté, c'est que maintenant, ceux qui se font intimider, c'est même pas vous, c'est des gens qui sont beaucoup plus proches du pouvoir. Et on a l'impression que le processus d'intimidation à l'œuvre dans les médias, il a lieu à l'intérieur des bien-pensants, à l'intérieur des agents du système. Il suffit de zapper à la télé ces derniers jours, on voit quoi Elisabeth Badinter est accusée d'islamophobie parce qu'elle incarne le féminisme blanc. Bedos va sûrement être balancé dans quelques jours dans Balance ton port parce qu'il a osé dire, on ne sait pas trop pourquoi, qu'il n'était pas tout à fait pour ce procédé d'acquisition. Aymeric Caron, on lui reproche d'être du côté des Palestiniens, puis c'est pas tout à fait bien dans le milieu où il est. Cyril Hanouna serait homophobe. Et puis maintenant, le grand débat de l'opposition des polarités se passe entre Christine Angot et Alexis Corbière. Donc évidemment, on est très loin de ça. Ces gens qui ont tout fait, qui ont rampé, qui ont léché, qui ont acheté, qui ont tout fait pour être conformes, malgré tout, il y aura toujours un truc qui va pas. Et c'est ça qui est drôle dans le politiquement correct et dans tous les puritanismes, parce que c'en est un, c'est qu'ils finissent par s'entretuer. Vous ne pouvez pas les décevoir, parce qu'ils n'attendent rien de vous. Donc de toute façon, ils se font aucune illusion, vous taperez pas ce genre de procès, parce qu'ils vont vous empêcher d'arriver jusqu'à ce niveau-là. Pour éviter le discours intimidant, la solution, c'est pas de devenir plus conforme. Parce que même si vous étiez le bras droit de Macron, il y a un moment donné où vous seriez un affreux déviationniste. C'est inévitable. Je reprends un exemple féministe parce que c'est un petit peu mon dada, mais quand vous parlez avec beaucoup, surtout des jeunes femmes, qui se plaignent par exemple d'injustices tout à fait objectives, par exemple parce elles sont moins payées ou bien qu'elles ont été victimes d'harcèlement ou d'une remarque déplacée, elles commencent en général toujours leur phrase par « je ne suis pas féministe, mais… » Et puis là, elles vont sortir leur argument. Ce qui énerve beaucoup les vieilles féministes en disant « mais arrêtez de vous justifier !» De même le type au PMU qui va dire « je suis pas raciste, mais il y a trop d'arabes ». Il y a toujours le « je suis pas raciste » avant. On comprend bien pourquoi ils disent ça. On ne sait pas si elle est féministe ou pas, s'il est raciste ou pas, puis finalement ça les regarde, c'est pas notre problème. Mais dans les deux cas, c'est qu'il y a une image un petit peu stigmatisante ou qu'on n'a pas envie d'adosser, qu'on prend par mesure rhétorique ou pas. Cela dit, ce n'est pas valable pour tout. Ce n'est pas à vous de dire « je ne suis pas patriote, mais… » Si vous commencez une phrase par « je ne suis pas patriote, mais… », je ne sais pas comment vous finirez cette phrase. Un exemple que j'ai vécu quand j'étais à la tête d'une petite structure politique régionale il y a plusieurs années en Suisse, une journaliste avait commencé son entretien, son interview par dire « bon, alors vous êtes patriote, mais rassurez-moi, vous n'êtes pas raciste ». Et puis j'ai dit « oui, je vous rassure, je ne le suis pas ». Mais après j'enchaîne tout de suite, je dis « pourquoi me posez-vous la question ?» Et elle me dit « ah mais parce que je pense que c'est une question qu'on peut se poser, il était bien de mettre les choses au clair dès le début de cette discussion. » Et je lui dis « oui, mais si je vous avais dit que j'étais homosexuel, m'auriez-vous demandé si j'étais pédophile ?» Et voilà, évidemment, mais ça n'a rien à voir. Je dis « bah voilà, ça n'a rien à voir. » C'est exactement ça. Oui, il y a des amalgames qui sont tolérés et même encouragés, et d'autres qui le sont moins, quoi. Il ne faut pas tomber dans le piège de la justification, parce que déjà, vous perdez du temps. Si à chaque fois que vous avez un débat, si vous commencez par vous justifier, puis encore, dans un débat, dans un bar, vous avez tout le temps que vous voulez, c'est pas grave, mais imaginez que vous soyez invité dans un média à la radio, où le temps, on le sait, est compté, vous ne pouvez pas vous permettre de dire « oui, alors je voudrais préciser d'abord, précédemment à tout ce que je veux dire, que je ne suis absolument pas xénophobe, que j'ai le plus grand amour du respect de l'autre. » Si vous commencez comme ça, déjà, vous n'aurez pas le temps de déployer votre argumentaire. Non seulement vous aurez perdu du temps, mais on aura détourné l'attention et pas à votre profit. Quand vous dénoncer ou que vous attirez l'attention de vos interlocuteurs sur un fait divers, par exemple mettant en cause des immigrés. Ça peut être une chose affreuse, ça peut être une chose scandaleuse, vous aurez toujours 2-3 crétins qui vont vous dire « oui, mais c'est raciste, qu'est-ce que ça sous-entend ?» Et au moment de commencer le débat, vous commencerez par écrire 1, 2, 3 paragraphes pour dire à quel point finalement vous êtes internationaliste. C'est le principe de la version accusatoire. On vous montre la lune et vous regardez le doigt. C'est exactement ça. C'est Cassandre dans la mythologie. Elle annonce des mauvaises nouvelles et au lieu de se préoccuper des mauvaises nouvelles qu'elle annonce, c'est à elle qu'on s'en prend. Imaginez une scène de ménage, une dispute de couple. Vous, donc je dis vous les hommes, vous faites une erreur.
vous faites une bêtise, une connerie. Votre femme pleure, vous vous excusez. Elle fait une erreur, donc elle pleure, donc vous vous excusez. Voilà. Oui, des fois c'est dans l'autre sens, peut-être, ça dépend de la psychologie de chacun. Mais c'est ça. En gros, non mais je prends l'exemple parce que vous vous scandalisez, parce que par exemple, il y a eu un attentat ou une incivilité grave, quelque chose qui s'est passé, qui met en cause des réfugiés, c'est scandaleux, et vous devez commencer par dire, oui mais j'ai absolument rien contre les Syriens. C'est pas possible de discuter comme ça. Donc il faut tout de suite passer à l'essentiel. Il faut donner envie à ceux qui vous écoutent de vous ressembler. Et je me souviens que dans les milieux d'extrême gauche, où certaines idées, notamment sur le plan socialiste, étaient assez intéressantes, mais quand elles sont portées par des crasseux marginaux qui ressemblent à des versions européennes de Michael Moore, c'est qui a des mérites, hein, cela dit, mais c'est un jugement physique là que je fais. Ça donne pas envie. Enfin, en Amérique peut-être, mais ici non. La marginalité, le fait d'être, il faut sortir de ce romantisme-là. Vous défendez des idées fortes, soyez forts. Vous défendez des idées belles, soyez beaux. Enfin, faites ce que vous pouvez avec ce que vous avez. Soyez beaux. Je veux pas dire changer ce que vous êtes, mais soyez dignes. Portez vos idées sur vous. Et c'est pour ça que je disais assumer et incarner au sens le plus physique du terme. C'est important. Et c'est pour ça que la réussite individuelle, et Dieu sait que je défends pas, un ethos libéral de la société, mais la réussite individuelle est importante. Ça ne veut pas dire que vous allez négliger la cause politique qui est la vôtre. La théorie des avant-gardes, elle est assez intéressante. C'était celle qui était celle du Grèce, dont je suis proche il y a 30 ans, c'est plus tout à fait pareil, mais le Grèce se disait, si on arrive à former 1000 cadres qui sont dans tous les appareils de l'État, de l'armée et de l'économie, on n'aura pas créé un parti de masse, comme aurait pu l'être le Parti communiste ou le Front National, mais on aura quand même agi, on sera intervenu sur les structures du pouvoir. Alors, je ne pense pas que c'est tout à fait vrai, je pense qu'il faut les deux. Mais il ne faut pas décourager l'initiative individuelle, surtout de gens qui ont des talents, qui peuvent avoir vraiment du pouvoir et même de l'argent à la limite, parce que l'argent, vous en avez besoin aussi. Alors que dans le milieu révolutionnaire, et ça c'est valable à droite comme à gauche, il y a souvent un romantisme de l'échec. On me met à l'index socialement, et ça m'est arrivé, parce que je dérange. Mais évidemment, si vous êtes mort parce que vous dérangez, vous dérangerez personne quand vous serez mort. Cette réflexion « on me muselle parce que je dérange », j'aurais tendance à répondre tu ne déranges plus personne car on te muselle. C'est injuste, certes, mais dans les faits, si vous n'avez pas la parole et si vous n'êtes même pas vivant pour porter votre voix, ça ne sert absolument à rien. On en revient au romantisme du panache, dans Cyrano de Bergerac, qui est une très belle pièce, mais à la fin, cet invincible se relève, se bat contre des fantômes et finit par mourir. Et quand on lui dit « mais tu te bats pour rien, c'est inutile, tes ennemis ne sont plus là », et sa dernière parole, je crois, c'est encore plus beau lorsque c'est inutile. Et ça, je trouve que c'est une très belle définition de l'art, de la poésie, mais absolument pas de l'action politique. Alors, à gauche, ça se traduit par le romantisme révolutionnaire et la martyrologie. À droite, ça se traduit peut-être aussi par une vision transcendante. Notamment la notion des valeurs de droite, l'honneur, les valeurs chevaleresques, qui sont des valeurs tout à fait respectables. Mais au bout d'un moment, quand vous combattez politiquement, il faut savoir si vous faites ça pour sauver votre âme ou pour sauver votre peuple. L'un n'empêche pas l'autre, certes. Le combat politique, c'est pas pour l'honneur uniquement, c'est pour vaincre. Vous pouvez être vaincu avec honneur, mais vous n'aurez pas changé la France. Vous n'aurez pas changé l'état des choses. Donc ça, c'est plutôt le romantisme de droite dont je parle. Je pense que c'est aussi un piège. Le fait de survivre, le fait de faire des compromis, vous attirera des critiques et vous serez toujours moins héroïque qu'Henri Lagrange mourant sur le champ de bataille de la Première Guerre mondiale. Mais malgré toute la sympathie que j'ai pour ce personnage, ceux qui durent sont aussi ceux qui changent la société. Les martyrs sont très bons en termes de communication, mais pas bons en termes d'action directe. Et là, on en vient au prochain point que j'ai appelé ordonner et hiérarchiser. La dernière fois que j'ai entendu parler de l'action française, j'étais allé à Marseille à leur invitation l'hiver dernier, c'était très sympathique. Et j'ai vu qu'il y avait eu des troubles récemment, parce que j'ai vu la vidéo de Vincent Lapierre de RTV qui allait vous rendre visite. Les images sont parlantes, on voyait clairement qu'entre les uns et les autres, il n'y avait pas photo. J'ai vu un processus de provocation. Vous faites votre truc, vous avez des assemblées, vous n'êtes pas en réaction à quelque chose, vous faites, ça c'est important. Eux, dans l'agenda culturel, se limitent, comme le disait je ne sais plus quel auteur, à interdire des spectacles, à censurer des livres et à déconseiller des activités, c'est par la négative, veulent vous empêcher de faire ce que vous faites. Et ça m'a rappelé un personnage que j'aime pas particulièrement, mais qui avait une attitude qui m'amuse, qui est Mirabeau. Pendant la Révolution française. Mirabeau, semble-t-il, d'après les historiens, aurait été provoqué en duel plusieurs centaines de fois, alors que sa carrière révolutionnaire a été assez courte, puisqu'il est mort
Il est mort assez tôt dans la Révolution, et c'était vraiment pas un type qui avait le physique pour aller se battre au fleuret tous les matins sur le champ de Mars. Comment il a survécu? Tout simplement en ne répondant à aucune de ses invitations. Aujourd'hui, ça peut faire rire, mais au XVIIIe siècle, le duel, notamment parmi la bonne société, c'était quelque chose, c'était un point d'honneur. Mais il se disait, non, j'ai quelque chose à faire pour la Révolution, pour la cause qui est la mienne, donc je ne vais pas perdre du temps à aller jouer du fleuret avec n'importe quel provocateur. Alors, évidemment, sur le plan de l'honneur, on dira, quelle lâcheté. Mais sur le plan du pragmatisme, et c'est ça un petit peu la vision que je veux développer ce soir, c'est comme disent les Perses, l'aigle ne chasse pas les mouches, ou bien le chien aboie et la caravane passe. Je pense qu'il est important de relever le gant quand ça en vaut vraiment la peine, mais les hiérarchies existent, on ne peut pas tout mettre au même niveau, et c'est pas la question de savoir si quelqu'un se bat mieux ou moins bien que vous, c'est est-ce que cet enjeu en vaut la peine? Vos ennemis, et notamment je pense à ceux qui s'autoproclament antifascistes, l'anti, on peut le mettre parfois en parenthèse, poussent à la guerre des clans, contre vous et contre bien d'autres, parce qu'évidemment, en dehors d'eux, il n'y a que des fascistes. Il faut refuser cette guerre des clans parce que c'est une escalade, c'est la loi du talion, ça n'en finit pas. Alors évidemment, si vraiment on vous prend un parti au coin d'une ruelle, je souhaite que vous puissiez assumer le combat, mais je vous conseille de ne pas le souhaiter. Quand un petit merdeux vient vous voir en vous tirant par la manche en disant « Viens, on va se battre », on lui dit « Kevin, retourne au bac à sable, papa est occupé ». C'est ça, c'est à ce niveau-là qu'on en est. Les antifascistes, les antifas, on va les appeler comme ça, parce que c'est comme ça, j'aime pas les mêler à des gens qui ont risqué leur vie dans la lutte antifasciste, ça n'a rien à voir, ne sont pas l'ennemi. Ils pensent que vous êtes l'ennemi, mais vous ne devriez pas penser qu'ils le sont. Là, vous pouvez me répondre que c'est ce que disait Julien Freund en disant « Mais vous n'avez pas le choix, c'est l'ennemi qui vous désigne ». Vous pouvez dire « Ce n'est pas l'ennemi, c'est lui qui décide que vous l'êtes ». Certes, mais ça dépend un petit peu quelle est sa force. Est-ce qu'il y a vraiment une vraie force coercitive ou pas? Si l'État décide, comme je crois que Mélenchon l'avait souhaité, de vous interdire réellement, là effectivement vous n'aurez pas le choix. S'il dit l'action française est interdite, on ferme les locaux et on met les militants en prison, vous n'aurez pas d'autre choix que de résister et de vous battre. C'est normal. Mais si des émanations ultra-marginales de la société civile viennent faire de la provocation, vous pouvez tout à fait décider, l'aigle ne chasse pas les mouches. Vous avez autre chose à faire. Ça me fait penser à un film, puisqu'on parle du fascisme, sur le fascisme italien, le vrai, Une journée particulière d'Ettore Scola, où le personnage joué par Mastroianni, qui joue le rôle d'un célibataire, dont on apprendra plus tard qu'il est homosexuel, et c'est une des raisons pour lesquelles il est persécuté, qui n'est pas bien vu par le régime. Et on lui dit « Ah, mais vous êtes antifasciste ?» Et répond, lui, il dit « Ce n'est pas le locataire du 6e qui est antifasciste, c'est le fascisme qui est anti-locataire du 6e. » Lui, il n'a pas le choix, parce que le fascisme qu'il a en face de lui, c'est une vraie force de coercition. Vous n'êtes pas dans cette situation-là. Par rapport à l'État, si vraiment il y avait une dérive autoritaire, vous le seriez. Mais ce n'est pas le cas. Le lumpen prolétariat de bonne famille qui vient vous embêter n'a absolument pas ce statut-là. Ça pourrait changer, mais là c'est une période charnière, parce qu'il y a une marge de liberté dont vous pouvez profiter, en pressant quand même que les choses vont pas très bien et qu'il pourrait y avoir une dérive autoritaire. Donc c'est maintenant que c'est important de militer. Là je vois que vous faisiez des distributions de tracts dans la rue, ça c'est des choses que vous pouvez faire maintenant, de même qu'aller sur Internet au moment où Internet est libre. Je ne sais pas combien de temps ça durera, cette diversion. Autant celle qui vous pousse à vous justifier que de gens qui de toute façon ne comptent pas et qui veulent absolument entrer en combat avec vous. Ne tombez pas là-dedans. Dites-vous bien que vous n'êtes pas anti-eux. Vous n'êtes pas des anti-antifa, parce que sinon, alors, anti, ça n'en finit pas. Eux sont anti-vous. Mais ça, c'est leur problème. Peut-être que vous les empêchez de dormir la nuit. Mais eux ne vous empêchent pas de dormir la nuit parce que vous avez bien d'autres choses à penser la nuit et à faire, peut-être. Ne tombez pas dans ce piège. Les choses n'ont souvent que l'importance qu'on leur donne. Alors quand je dis ça, je ne dis pas que tout est subjectif, je ne dis pas que tout se limite à la perception, comme le disent les postmodernes, post-nietzschéens, en disant que finalement il n'y a pas de réalité objective. Si, il y a une réalité objective. Eux sont réels, mais on peut être réel et insignifiant. On a vu dans cette vidéo notamment, mais vous les connaissez mieux que moi, même si j'ai parfois eu aussi affaire à ce genre d'individu, qu'il y a beaucoup d'agressivité. Cette agressivité est un signe de faiblesse argumentative, parce que quand on sait quoi répondre à l'autre, en général on n'a pas besoin de jeter des canettes, il suffit de discuter. Et ça c'est le problème par rapport à l'autre. Mais cette vigilance doit être faite aussi par rapport à vous-même. J'ai cru comprendre que l'Action française était un mouvement plutôt jeune, qui recrutait beaucoup parmi la jeune génération, ce qui, sur le plan historique, est plutôt bon signe. On parlait du romantisme historique qu'on trouve à gauche comme à droite. On le trouve aussi chez vous, sans doute. Moi, mes héros, quand j'étais adolescent, c'était plutôt Robespierre, Vallès, Lénine ou Roger Rouxel. Vous, c'est plutôt Lagrange ou le colonel de la Roque. Mais la logique est la même. Ce sont de
de belles histoires, de belles valeurs, mais quand vous faites référence à l'histoire et au passé, ce romantisme qui vous anime et qui vous pousse, et qui pour la jeunesse est une véritable force, pour vos ennemis, les vieux revenus de tout, va être considéré comme une faiblesse, et je dirais même comme des boulets historiques. Et ayant milité dans les milieux marxistes-léninistes, je peux vous dire que quand on est dans un groupe comme ça, puis qu'on dit on veut le salaire minimum, on vous fait ça sent le goulag, on aimerait des retraites qui soient plus valorisées, ça sent le goulag, on veut une couverture santé pour les travailleurs, tout est ramené au goulag. Si ces réformateurs sociaux laissaient tomber cette référence-là, peut-être que ce serait plus facile de ne pas être coincé par la bourgeoisie. Et de toute façon, plus une histoire est longue, plus l'histoire d'un mouvement et d'une idée est longue, et plus il va y avoir du sang et des dossiers noirs pour tout le monde, c'est pareil. Pourquoi, par exemple, est-ce que dans l'histoire révolutionnaire, la commune est tellement sainte par rapport à la Révolution française, dont la terreur a fait périr tant de gens? C'est parce que la commune a duré quelques mois. Je ne sais pas comment ça se serait passé autrement, mais c'est vrai qu'on est content d'avoir cette référence-là, parce qu'on dit la commune a les mains propres, la Révolution ne l'a pas. Je pense à Thomas Sankara, par exemple, qui est pour moi quelqu'un de très important, mais qui a effectivement été tué tellement jeune qu'on ne sait pas ce qu'il aurait fait. Et si vous revendiquez d'une histoire pluriséculaire liée à l'Ancien Régime, ben forcément on va pouvoir vous reprocher beaucoup de choses. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire, puisque c'est votre identité. Je dis seulement que le romantisme révolutionnaire ou contre-révolutionnaire, enfin historique on va dire, qui peut animer les jeunes qui vous rejoignent, est une force, une énergie, un idéal, et c'est preuve de courage, mais il faut faire attention en termes de communication. Je dis ça parce que j'ai vu dans les médias qu'on vous a un petit peu cherché des poux avec l'affaire d'un jeune qui aurait voulu commettre un attentat et qui serait brièvement passé par vos cercles, et vous avez dû vous justifier. Il faut éviter les instables. Après, même si vous ne le faites pas, on va quand même vous dire ah oui, il a cliqué un j'aime sur Action Française 12 ans avant de partir faire le djihad, donc il y a sûrement un rapport. Bon, parce que les mouvements d'opposition, surtout les mouvements d'opposition populistes, vont recruter dans une sociologie particulière, en général assez populaire, mais qui est une sociologie du ras-le-bol. Et ça, ayant fréquenté pas mal de mouvements populistes, je vois très bien le profil de gens qui sont sincères, qui sont révoltés, mais qui souvent sont dépassés par leur propre colère, leur propre indignation, leur propre révolte. La plupart vont pas faire de conneries, mais vont déjà en exprimer. Ce qui est, à l'heure des réseaux sociaux et des youtubeurs, c'est déjà assez grave. Il n'y a pas le droit à l'erreur. Et évidemment, au PS ou chez les Républicains, il y a peu de risques qu'un terroriste arrive dans leur rang, parce que c'est le parti des repus, c'est le parti des bourgeois, c'est le parti de ceux qui veulent le statu quo. Donc c'est pas le parti où on va poser des bombes ou créer des émeutes. Alors qu'à l'extrême gauche, à l'extrême droite ou chez vous, ce risque existe. Ça, on pourrait dire que c'est un risque propre au populisme, encore que quand on voit que dans le mouvement En Marche, il y a des gens qui mordent des taxis ou qui ratonnent d'autres, on se dit que même dans les partis du système, il commence à y avoir un petit peu des incivilités, donc peut-être que c'est pas tout à fait vrai. Mais si eux devraient faire attention à leur recrutement, vous aussi bien sûr. Il faudrait, je dirais, dans cette politique de normalisation, être le plus ouvert possible aux gens ordinaires, en leur montrant bien que leurs intérêts sont les vôtres, et un peu plus sélectif pour les éléments radicaux, même si les éléments radicaux sont souvent des purs, des sincères, mais malheureusement, la violence, le terrorisme, l'extrémisme sont souvent le fait, non pas des salopards, mais des purs et des sincères. Mais dans une organisation, dans une vaste organisation nationale, de toute façon, il y a une place pour tout le monde. Je repense toujours à cette phrase de Marx qui disait de chacun selon ses capacités, à chacun selon ses besoins. C'est ça. Parce que vous aurez toujours des disputes en disant oui, alors toi tu es un intellectuel embourgeoisé, tu n'as jamais passé des nuits entières à coller des affiches, ou tu t'es jamais levé un samedi matin à 7h pour distribuer des tracts, ou bien toi au contraire tu es juste bon à distribuer des tracts mais tu n'as pas 3 idées qui sont... Mais c'est faux de dire ça. Chacun a sa place. Parmi vous, il y a des gens sans doute avec des formations, des talents, des compétences différentes, et dans l'intérêt d'une organisation, il s'agit de mettre chacun à sa place, non pas sur une vision autoritaire de caste, mais simplement parce que quand quelqu'un sait faire quelque chose et qu'en plus il a du plaisir à le faire, il le fera mieux. C'est une évidence, mais tout ça pour dire qu'il y a parfois une espèce de spartiatisme militant qui pousse à se discriminer entre soi, notamment l'opposition des guerriers et des intellectuels ou des choses comme ça. Je pense que si on est guerrier ou intellectuel plutôt l'un que l'autre, c'est pas pour rien et ça sert à rien de jouer à contre-emploi. C'est comme au cinéma, quand vous avez un De Funès qui fait plein d'entrées, vous n'allez pas lui faire jouer le Cid. À un moment, il faut essayer de mettre les gens là où ils sont le mieux. Et j'en arrive à mon point suivant, que j'ai appelé imposer la règle du jeu. Pour l'instant, la règle du jeu est imposée par le système puisque vous êtes dans l'opposition. Seulement, il y a des marges de liberté sur lesquelles il est possible de jouer.
J'ai dit qu'il ne fallait pas réagir, mais faire les choses. C'est-à-dire, vous organisez des choses, après les gens ne sont pas d'accord, c'est leur choix. Vous n'êtes pas dans la réaction au sens bête, après au sens politique, vous en pensez ce que vous voulez, mais je parle du sens dialectique. Que vous fassiez quelque chose par suivisme ou par réaction, de toute façon, c'est la même chose, c'est une forme d'adaptation au sens le plus négatif. C'est ce que disait Nietzsche, et en ça, je partage tout à fait ce qu'il dit, en disant l'homme réactif est l'homme du ressentiment. Nietzsche n'était absolument pas un réactionnaire. Dialectiquement, ce n'était pas un réactionnaire parce qu'il pensait qu'il fallait agir et ne pas réagir. Celui qui réagit a déjà perdu. Pourquoi ? Parce qu'il s'est fait imposer les règles par l'autre, qu'il soit d'accord ou non. Dans mon pays, la Suisse, il y a un parti que je n'aime guère, mais qui maîtrise très bien cette tactique-là, qui est l'UDC, qui est un parti, on va dire, de droite conservatrice, libérale nationale, bel oxymore, et qui a une force assez intéressante par rapport aux autres, c'est qu'il arrive tout le temps à imposer l'agenda politique dans un rapport de démocratie directe où la communication est plus fluide, où c'est possible d'intervenir. Ils ont de l'argent, certes, beaucoup d'argent, mais leur force, c'est aussi un peu l'imagination. Ils ont réussi à nous faire voter sur une initiative sur l'interdiction des minarets, alors qu'il y avait 4 minarets en Suisse et qu'il n'y avait aucun risque à court terme qu'on en construise d'autres. Donc, beaucoup de gens comme moi ont voté blanc, parce que pour ou contre, ça ne voulait rien dire. Et pourtant, il y a des raisons d'être contre l'islamisation, mais ce n'était absolument pas le sujet. Et là, on voit, c'est formidable. Ils arrivent à nous demander d'être pour ou contre un truc qui n'a aucune importance, et on ne peut que les suivre ou s'opposer à eux. C'est l'exemple que je donne beaucoup, je ne me souviens plus si c'est dans La ferme des animaux d'Orwell, mais où on dit aux animaux, aux dindes et aux poules, bon, alors on va vous bouffer à Noël, est-ce que vous préférez être rôti ou bouilli ? Et puis les dindes et les poules disent ni l'un ni l'autre. Et là, le fermier dit mais c'est pas la question, répondez à la question. C'est ça. Est-ce que vous voulez voter à gauche ou à droite ? Répondez à la question. Celui qui pose la question pose les règles du jeu. Vous n'êtes pas en position de pouvoir, certes, mais vous pouvez, par des biais métapolitiques ou culturels, essayer d'agir sur le débat national. C'est la dialectique de l'action contre ce qu'on appelle étymologiquement du grec la passion. La passion, c'est quoi ? En grec, c'est celui qui est passif, exactement comme en conjugaison. Je fais, actif, je suis fait, si on peut dire passif. Ça donne le mot pathos, donc qui est quand même la douleur, la pathologie, qui est quand même pas quelque chose de positif, c'est la maladie. Il faut agir et non pas subir. Exactement comme pour le langage, il faut imposer son langage et ne pas suivre le langage qui nous est imposé par l'ennemi. Il faut déterminer l'avenir et ne pas être déterminé par l'avenir. C'est une critique que je ferais par exemple des stoïciens. Les stoïciens disent quand tu ne peux pas changer le monde, adapte-toi, il faut vouloir ce qui arrive, ou alors faire en sorte que ce que vous vouliez arrive. Épictète ou Napoléon. Moi je pense que vous devriez plutôt être du côté de Napoléon. Je reviens à Nietzsche qui disait que les hommes historiques sont les hommes actifs, libres, c'est-à-dire qui posent les règles du jeu. Il vaut mieux, plutôt qu'être bêtement conservateur, parce qu'en plus, le parti dont je vous parlais avant, le Parti suisse, c'est un parti conservateur. On ne sait pas trop ce qu'on met dedans, mais disons, politiquement, c'est comme ça qu'on les définit, à tort ou à raison. Et pourtant, ils sont beaucoup plus avancés, progressistes, imaginatifs que les partis de droite libérale ou de gauche, parce que c'est ça qui prime, surtout dans une démocratie. Aujourd'hui, c'est l'initiative, l'imagination, l'innovation, et non pas le conservatisme qui pousse à refaire toujours ce qui a été fait. Or, on l'a dit, vous ne maîtrisez pas les règles du jeu parce que vous êtes dans l'opposition. Mais être dans l'opposition, être dans la dissidence a quand même quelques avantages. C'est que très tôt, vous avez été habitué non pas, comme on l'a dit avant, à la clandestinité, au terrorisme ou à je ne sais quelle manœuvre souterraine, mais le fait d'être censuré, d'être stigmatisé, de devoir se défendre, de devoir faire autrement, de ne pas avoir de subventions publiques, de ne pas se voir dérouler un tapis rouge par le système, et vous y êtes arrivé quand même. Et c'est l'habitude de la débrouille du système D. Je pense qu'un membre de l'Action française à 25 ans peut empiriquement avoir beaucoup plus de sens de la débrouille qu'un vieux briscard de la politique de 60 ans qui a toujours tout reçu sur un plateau. Alors ça, évidemment, ça a été plus dur, ça a été plus compliqué au niveau de la vie sociale, de la vie professionnelle, mais vous vous êtes aguerri. Pourquoi est-ce qu'il y a tellement de dissidence sur Internet ? Tout simplement parce que ces tribunes que vous vous octroyez sur les réseaux sociaux, sur YouTube ou sur les blogs, vous ne les aurez pas dans Le Monde, dans Le Figaro ou dans Libération. C'est pour ça que vous les prenez. Parce que si on vous les offrait ailleurs, peut-être que vous n'auriez pas besoin de cette contre-culture. Je prends un exemple au moment des élections iraniennes, alors il y a quelques années déjà, c'était au moment où Ahmadinejad était arrivé au pouvoir. Bernard-Henri Lévy, qui tenait absolument à ce qu'il n'arrive pas au pouvoir et qui défendait l'autre candidat, celui de ce qu'on appelait la Révolution verte. Alors il était invité sur tous les plateaux de télé pour dire à quel point cette révolution et cette république était dommageable. Il a fait, je crois que c'est la seule fois de sa carrière, une vidéo YouTube tout seul sur son compte, où on le voit devant sa bibliothèque,
filmée sans doute par Ariel Dombal, tremblante, comme ça. C'est parce qu'elle ne mange pas assez. Une vidéo d'une dizaine de minutes où il prend une voix, lui aussi tremblante, mais pour des raisons rhétoriques. On aurait dit qu'il imitait Malraux accueillant les cendres de Jean Moulin au Panthéon. C'était oh, Ahmadinejad rentre sous terre. Les gens se sont foutus de sa gueule parce que cette vidéo était très mauvaise. BHL est un type qui est à l'aise avec la communication, qui sait parler, qui a de la vivacité d'esprit, mais quand on lui retire les éclairages, les maquilleuses et Michel Drucker, c'est plus nul qu'un youtubeur nationaliste de 16 ans qui fait sa première tentative. Pourquoi ? Parce qu'à 60 ans, il n'avait jamais fait ça. Parce qu'à chaque fois qu'il voulait délivrer sa sagesse au monde, il suffisait d'appeler Laurent Ruquier ou bien de prendre un et puis c'est bon, tu passeras ce soir. Et là, tout d'un coup, il n'y en avait pas assez, il a essayé de le faire et il ne le refera plus, je pense. Il a bien compris la leçon. Alors que vous pouvez le faire parce que vous avez plus d'habitude, vous êtes fait de l'expérience. J'en arrive à mon dernier point, que j'ai appelé communiquer et convaincre, parce que finalement c'est à ça que ça se résume. Tout ce dont on parle, ce sont des méthodes de bon sens, mais qu'on pourrait appeler de populisme. Le populisme est avant tout une communication qui est adaptée selon les traditions. Il y a des exemples qu'on peut voir chez les anciens d'orateurs romains, que je trouve assez fascinant. Alors c'était des gens qui parlaient très bien, mais d'autres qui ne parlaient pas. On parle d'orateurs qui faisaient simplement des gestes ou qui montraient un cadavre pour déclencher une guerre. Et tout d'un coup, ça marchait. Ou alors, je pense à un autre exemple, on en parlait avant avec des gens avec qui j'étais, on parlait de l'orateur Kémy Séba, orateur panafricain. J'avais suivi ses vidéos sur YouTube où il n'était pas en Afrique, mais dans les banlieues françaises, alors banlieue où il y a une forte présence africaine, et il avait une rhétorique bien à lui qui était ce que j'appellerais une rhétorique de griot, pour le peu que j'en connaisse, c'est-à-dire alors très énergique, et il prenait les gens à partie, toujours, à la fin de chaque phrase, il fait hey, « j'ai raison ou pas ? C'est vrai ou pas ? Ouais !» Et à chaque fois, il s'assurait d'avoir l'assentiment de la foule, deux formes de populisme que je trouve assez sympathiques et même passionnantes, mais qui ne nous correspondent pas. C'est pour ça que le populisme est enraciné, aussi enraciné que les idées que nous voulons défendre, et en combattant l'universalisme niais et le mondialisme, c'est bien la preuve qu'il faut parler à notre peuple et au nôtre. Je vous donne des exemples d'orateurs qui parlent devant une foule, mais la communication, la plupart du temps, sauf quand vous êtes un orateur politique, mais la plupart du temps, vous le ferez plutôt dans les relations interpersonnelles, avec vos amis, avec vos collègues de travail, avec votre famille, et ça c'est complètement différent. Il faut toujours s'adapter à l'interlocuteur qu'on a en face, sans transiger sur le fond. Il faut être toujours rigoureux sur les idées et souple sur la forme. Il ne faut pas braquer l'interlocuteur. Il faut discuter avec tout le monde. Là, je parlais de Socrate avant. Socrate qui est, comment dire, un philosophe que j'apprécie pas tellement, surtout au niveau politique, encore que vous, il pourrait vous plaire. La méthode rhétorique de Socrate est intéressante parce que c'est le type qui va sur l'agora, qui discute avec tout le monde sans se dire qu'un tel ou un tel est infréquentable, qui pose des questions, surtout qui ne professe pas, comme je suis en train de le faire bêtement de manière académique, mais qui laisse parler l'autre, comme vous le ferez bientôt, et qui le laisse arriver à ses propres conclusions, ce qui est encore la meilleure moyen de convaincre quelqu'un, parce que vous pouvez enseigner, mais quand votre élève arrive à ses propres conclusions par lui-même, ce sera fixé beaucoup mieux. Et pour prendre l'exemple d'un orateur moderne que j'aime bien, je le cite comme ça, j'y pense maintenant, c'est Étienne Chouard, donc partisan de renouveau de la démocratie directe. Pourquoi est-ce que je le trouve intéressant ? Non pas parce qu'il est meilleur orateur que les autres, mais parce qu'il a décidé à un moment où, par tactique ou par innocence, de s'en foutre totalement de qui l'invitait. En gros, là où on me donne la parole, je vais. Là où on m'offre de tribune, j'y vais et je discute avec respect, courtoisie et une certaine horizontalité, comme tout bon démocrate, avec les gens qui veulent discuter avec moi. Et évidemment, très vite, on lui a dit « Ah, mais vous allez parler avec des gens absolument insortables, vous vous compromettez par votre présence ». Ce que beaucoup d'intellectuels aguerris savent, et peut-être qu'ils pensent comme lui, mais ils n'osent pas le dire, parce qu'ils disent « Oh non, alors ça, cette invitation, je vais la refuser là, ou on m'invite à parler à l'Action française, je suis très honoré, mais je ne peux quand même pas, parce que peut-être que ça va se savoir. » Lui, non. Et quand on l'observait, on se disait « Mais il ne comprend pas ?» Ou alors, il comprend et il s'en fout. Mais dans les deux cas, il a raison. Dans les deux cas, il a raison. J'essaye de penser un petit peu comme lui et de faire comme lui d'ailleurs, parce que quand un le fait, au début, on se fait insulter, mais on montre la voie. Et au bout d'un moment, on dit, mais on peut discuter. Ils sont ouverts, l'Action française est ouverte au dialogue avec des gens fort différents. Rien, on a été bien reçus, il n'y a pas de problème de ne pas y retourner, il n'y a pas de problème que d'autres viennent après moi. Et c'est ça, la voie qu'il faut suivre. Refuser la partition complètement arbitraire que nous refusons entre la gauche et la droite, entre les infréquentables et ceux qui ne le sont pas, etc. Les lignes de démarcation, ce que j'appelais avant le cordon sanitaire. Je crois que c'est d'ailleurs une expression de BHL lui-même, en disant, eux sont hors du cercle républicain, on ne doit même pas essayer de se confronter à eux.
C'est une question d'éthique du débat. Je ne vous parle pas uniquement de tactique et de stratégie intéressée, je parle vraiment d'honnêteté et d'éthique. Il y a un très bon bouquin qui est sorti récemment aux éditions d'Arthur, décidément je leur fais beaucoup de pub ce soir, d'André Perrin, qui s'appelle « Scène de la vie intellectuelle en France ». C'est un professeur de philo à la retraite qui s'est amusé à dire « La mauvaise foi domine dans le débat politique français. Si on respectait les règles de l'éthique philosophique, qu'est-ce qui se passerait? Où est-ce que ça blesse ?» et il arrive vraiment à retourner tout ça en montrant à quel point ceux qui défendent les thèses officielles, notamment, sont complètement malhonnêtes. Et il a réussi à faire signer sa préface par Jean-Claude Michéa, qui est un philosophe dont je me sens très proche, et qui, dans sa préface, pose cette éthique du débat. Je le cite, « Ne jamais juger les idées d'un auteur sur les intentions diaboliques ou nauséabondes qu'on lui prête, mais uniquement sur les thèses qu'il défend explicitement. » Je me souviens par exemple d'un article sur Dieudonné qui disait « Ah, mais Dieudonné est pervers, parce que comme il n'a pas le droit de se dire antisémite, il traduit antisémitisme par antisionisme. » Par contre, je dis oui, mais si moi je dis que je vais promener mon chien, c'est pas parce que je vais promener mon chat. Ça, c'est juger sur les intentions. C'est-à-dire partir du principe que quand quelqu'un utilise un mot, pour autant que ce mot soit clair, eh bien ce mot a vraiment le sens qu'on lui donne. Si ce n'est pas le cas, il faut prouver le contraire. Ah, parce que sinon, si on juge sur les intentions, alors on en revient au procès de sorcellerie. Je poursuis. Respecter en toutes circonstances le principe de contradiction dont le système deux poids deux mesures est la forme de négation idéologique la plus courante, c'est-à-dire respecter une cohérence logique froide. Et reconnaître enfin l'existence des faits chaque fois qu'ils se manifestent sous nos yeux ou qu'ils ont été établis au terme d'une enquête aussi rationnelle et objective que possible. Donc ne pas tomber dans la négation de ce qui est évident. Alors il y a beaucoup de types d'interlocuteurs, donc il faut toujours s'adapter. Mais je pense que c'est plus facile aujourd'hui de partir à la rencontre des gens parce qu'on a une génération qui met moins d'affect dans la chose publique, qui est un peu dépolitisée par rapport au vieux débat, ce dont beaucoup se plaignent, mais qui a aussi des points positifs. Il y a une pensée molle qui domine. Ça ne veut pas dire que c'est une non-pensée. Ça veut dire peut-être que les gens sont moins sûrs d'eux, mais ils ont aussi moins de préjugés négatifs à l'encontre de qui que ce soit. Ils pensent par défaut, par imitation, donc ils peuvent être aussi plus faciles à convaincre. Louis-Philippe, vous entrez dans un bar et vous dites « Vive le roi !» Ben, vous aurez la moitié de la salle qui vous applaudit, la moitié de la salle qui vous saute à la gorge. Bon, maintenant, si vous faites pareil et vous dites « Vive le roi !» vous aurez un type qui se tire en courant, un autre qui dit « Ouais !» et puis les autres qui consultent leur smartphone. Ça veut dire que ceux qui consultent leur smartphone, vous pourrez peut-être discuter avec eux et qu'a priori, le fait qu'ils s'en foutent, c'est déjà qu'ils ne soient pas contre vous. Dans un monde où vous êtes tellement, je reviens, ce mot je l'ai beaucoup employé, mais c'est le mot, vous êtes tellement stigmatisé, diabolisé, c'est déjà pas mal que des gens n'en ont rien à foutre. Et ces gens-là, ils trouvent que c'est la majorité, contrairement à ce que les médias veulent dire. Ça, c'est déjà bien. Donc la dépolitisation, la pensée molle, philosophiquement, c'est pas très intéressant, mais sur le plan de la communication, ça permet de construire quelque chose. Je dirais que les gens qui s'en foutent sont des gens, à partir du moment où c'est des braves gens qui de toute façon ne veulent pas nuire à leur prochain, sont des gens qui font preuve d'une neutralité bienveillante. Donc si vous vous comportez mal avec eux, ils vont tomber dans les préjugés qu'on dit de vous, en disant c'est vraiment des connards. Mais si vous arrivez à les convaincre et que vous êtes aimable, ils pourraient penser tout le contraire. La plupart d'entre vous ne sont pas des gens qui donnent des discours devant des foules, mais des gens qui parlent tous les jours avec votre entourage. Évidemment, on n'a pas beaucoup de Socrates aujourd'hui qui vont débarquer sur la place et commencer à interpeller les gens, parce que sinon on a peur qu'on nous prenne de l'argent, comme on dit, ou qu'on veut nous vendre des abonnements de téléphone portable. Donc ça ne se fait plus. Mais aujourd'hui, le débat est beaucoup passé sur Internet. Je pense aux réseaux sociaux, il faut quand même en dire un mot. Une chose toute bête, les gens se braquent encore plus sur les réseaux sociaux que dans la réalité, parce que quand on n'a pas quelqu'un en face de soi, souvent on se radicalise dans le mauvais sens du terme, on caricature ses positions, on ne veut absolument pas discuter, alors que quand vous avez quelqu'un en face de vous, en général, ne serait-ce que parce qu'il y a une présence physique, de un, vous ne voulez pas vous faire vous péter la gueule, c'est normal, et de deux, quand vous êtes condamné à finir un repas, plutôt que ça se passe dans le silence gêné, autant trouver un petit terrain d'entente. C'est pour ça que je pense que la communication directe est meilleure. Seulement aujourd'hui, elle a beaucoup été déplacée sur Internet, ce qui a aussi des avantages, parce que l'écrit permet de la réflexion, on dit peut-être des choses plus intelligentes parce qu'on y médite davantage, mais le problème, c'est que vous vous mettez en jeu, vous vous mettez en scène, et celui que vous avez en face de vous le fait aussi. Quand vous écrivez quelque chose sur les réseaux sociaux, certains vont vous contredire parce qu'ils pensent exactement le contraire. Ce sont des adversaires, on va dire, au sens le plus radical du terme. Vous ne pourrez pas les convaincre. Enfin, même si vous arriviez à les convaincre, ce qui est très improbable, ils ne l'admettraient pas parce qu'ils perdraient la face. Avoir une discussion en face à face dans le privé, ça peut arriver en disant « Ah oui, je crois que tu as raison, ça m'a fait réfléchir, ça m'a fait évoluer sur la question ». Quand vous avez
un public, et spécialement votre fan club derrière vous, ce n'est absolument pas possible. Donc déjà, l'idée de convaincre un adversaire, ce n'est pas l'enjeu des réseaux sociaux. Par contre, n'oubliez pas que même si vous avez un échange de commentaires avec juste 2 personnes, vous êtes lu par des centaines ou des milliers de personnes. C'est ça qui fait toute la différence. Quand vous débattez avec un adversaire sur Internet, ce n'est pas l'adversaire que vous devez chercher à convaincre, mais le public. Celui qui justement ne dit rien, parce que plus les gens ne disent rien, et plus ils sont dans cette posture d'indifférence ou de neutralité bienveillante. Pour autant qu'ils lisent, ça veut dire qu'il y a quand même un intérêt, on se pose des questions, mais tant qu'ils ne disent pas bravo ou bien à mort, c'est qu'ils sont capables de changer d'avis et qu'ils ne lient pas le fait de changer d'avis au fait de perdre la face. Parce que tant qu'ils ne se sont pas prononcés, ils peuvent encore tout dire. C'est aussi une autocritique, parce que même si un adversaire vous convainc, vous aurez de la peine à l'admettre, pas pour des raisons idéologiques, mais pour des raisons humaines, d'amour-propre. Personne ne veut perdre la face. Donc, quand vous débattez, il s'agit de convaincre le public et non pas l'adversaire. L'adversaire, ça ne sert à rien. Vous imaginez bien que, par exemple, quand Marine Le Pen débat avec Emmanuel Macron ou débat d'entre 2 tours, son but, c'est pas que Macron à la fin lui dise « Mais vous avez raison, j'y avais pas pensé », évidemment. Non, son but, c'est de convaincre les Français qui regardent. C'est une évidence pour tout le monde. Pourquoi ça ne l'est pas sur les réseaux sociaux? Parce que c'est des mécanismes psychologiques qu'on n'a pas assez intégrés. C'est pour ça qu'il est intéressant, dans la mesure du possible. Après, je sais bien que certains d'entre vous, pour des raisons familiales ou professionnelles, ne peuvent pas forcément se mouiller complètement concernant vos opinions politiques. C'est un luxe que j'ai, que d'autres ont, mais je me rends bien compte que c'est un luxe, c'est pour ça que je ne ferai jamais la morale à certains qui disent les choses à moitié ou qui essayent de protéger leurs arrières. Mais le mieux, par exemple, sur un compte Facebook où vous communiquez de manière politique, c'est quand même d'avoir un compte ouvert. Vous cherchez à convaincre, donc quitte à convaincre et avoir des bons arguments, autant être lu par le plus grand nombre. Et c'est important aussi, je pense, dans ces listes de contacts, de garder une certaine diversité. Parce que le jour où vous publiez Vive le roi et que tout le monde répond Vive le roi, ce sera un dialogue socratique ou un dialogue platonicien, plus exactement, quand Socrate dit quelque chose, tous ses disciples, Glaucon et compagnie, disent « Ah, c'est incontestable, je n'aurais pas mieux dit, je plus sois ». Voilà, ça, c'est pas très intéressant. Le principe d'un débat, déjà, d'une part, c'est quand il y a des opinions opposées, et ça ne sert à rien de convaincre 1000 fois quelqu'un qui a déjà été converti une fois. Parce que sinon, on arrive au ce que Jean Bricmont appelait le principe Hitler-Staline, c'est-à-dire vive la liberté d'expression pour ceux qui pensent comme moi. Sur Internet, c'est malheureusement souvent ce qui se passe parce que on a pensé qu'Internet serait un grand pas vers la liberté d'expression, ça l'a été dans une certaine mesure, mais les gens ont des mécanismes psychiques et sociaux qui font qu'on privilégie en général ce qu'on appelle en sociologie l'endogamie idéologique. Tous les possibles sont ouverts, mais on a tendance à se regrouper entre gens qui pensent pareil, parce que on pense que oui, l'amitié, la camaraderie et l'agrément apparaissent dans les communautés de gens qui pensent pareil. Seulement, quand vous faites de la politique, c'est absolument pas le but, parce que, comme je l'ai dit, il s'agit de convaincre de nouvelles personnes, d'où l'intérêt d'avoir un compte ouvert. La liberté nous est profitable pour ça. Je dirais pour 3 raisons. D'une part, parce que la liberté est un bien en soi, en tant que valeur. De 2, parce que comme vous êtes dans un rapport de force défavorable, vous avez intérêt à la liberté, parce que sinon vous seriez censuré, comme vous l'êtes parfois. Et de 3, parce que la liberté permet une horizontalité avec votre adversaire. Et si c'est argument contre argument, c'est comme souvent vous qui gagnez. Parce que eux ne sont pas aguerris à ça. Eux, c'est plutôt les arguments d'autorité, ce qui n'empêche pas de bloquer les gens qui vous trollent, parce que ça existe aussi. Puis là aussi, c'est une manière de vous faire perdre votre temps. Mais il faut trouver le juste milieu, et quand vous présentez des informations sur les réseaux sociaux, je dirais qu'il faudrait aussi éviter ce que j'appelle l'effet de sidération. Il y a des gens, pour nous montrer que la situation en France est grave, vont publier 10 mauvaises nouvelles par jour en disant « Oh, le réchauffement climatique, l'invasion migratoire, la corruption, l'éducation qui se casse la gueule, tout fout le camp ». Plus on croit à ça, et en fait, moi, on a envie de militer. C'est comme certaines thèses complétistes qui disent « On nous manipule, il y a des grandes familles, les Rothschild nous contrôlent depuis toujours ». Si on se met à croire à ça, que ce soit vrai ou pas, c'est pas mon problème. Si on se met à croire à ça, on ne fait plus rien. On dit, mais mon Dieu, si ces gens-là règnent depuis Ramsès II, qu'est-ce que vous voulez que je fasse, moi? Non, il faut laisser une marge de liberté, d'espoir. Les mauvaises nouvelles, ça peut être une alerte en disant, là, il faut qu'on se bouge, parce que là, ça devient grave. Mais je prends le cas de l'écologie, c'est exactement ça. L'écologie, on a de gros problèmes environnementaux sur la planète. Je pense que c'est bien d'informer les gens sur ce qui se passe, mais quand vous leur dites que tout est foutu, c'est pas comme ça qu'ils vont bouger. Donc, aux politiques... c'est exactement la même chose, éviter la sidération, montrer que les choses sont graves, alerter, mais toujours donner de l'espoir, garder de la bonne humeur, il faut mettre les rieurs de son côté. Et ça, c'est notre force, parce que certains adversaires que nous avons en face de nous actuellement sont tellement pas rigolos,
les déconstructeurs en tout genre, les LGBTQIA, je pense maintenant à ceux qu'on appelle, et ça nous est importé tout droit des States, les social justice warriors, 3 mots qui ne me correspondent absolument pas. Ces gens-là ont un point commun, c'est c'est une sinistrose terrible. Ces gens-là sont allergiques à l'humour parce que l'idéologie est tellement forte que tout humour est forcément, toute dérision est forcément potentiellement discriminatoire, oppressive. C'est presque trop facile. Alors ils ont l'argent, ils ont le pouvoir, ils ont le soutien des médias, tout ce que vous voulez, mais il suffit qu'ils prennent la parole ou qu'ils fassent une apparition sur les médias pour que le monde entier se foute de leur gueule. Face à cet esprit de sérieux, d'une tristesse et d'une rigidité, alors l'humour a beau jeu et c'est assez facile de les tourner en ridicule. Tout ça, c'est de la communication, ce qu'on appelle le storytelling, parfois l'art de raconter des histoires. Lucien Cerise, dans un de ses livres, parlait d'ingénierie sociale et notamment de programmation neurolinguistique. C'est quelque chose qu'on fait tous quand on veut convaincre quelqu'un, comme je le fais ce soir, comme vous le faites, sans s'en rendre compte. C'est pas du tout une manipulation de l'esprit, c'est une manière de communiquer. L'orateur antique, quand il dit il faut détruire Carthage, c'est de la PNL, mais cela on les a pas encore étudiés dans les laboratoires de la CIA, mais ça existe déjà, parce que depuis que l'homme communique, on fait ça. Donc oui, il faut dénoncer, décrypter les manipulations langagières du système, mais nous-mêmes, nous les utilisons en toute bonne foi, comme n'importe qui. On fait ça instinctivement. Laurent Fidès disait que la contrainte du langage n'est pas autoritaire, la plupart du temps, à part dans les régimes qui le sont, mais elle consiste plutôt à orienter tendancieusement nos possibilités réelles d'expression et par là nos représentations. C'est exactement comme les habitudes. Je prends un exemple. Quand vous traversez, ça doit aussi arriver à Lyon, un quartier un peu sensible où vous savez que pour une raison ou pour une autre, vous pourriez avoir des problèmes. On a tous tendance à faire ça, c'est-à-dire marcher vite sans courir, essayer d'avoir une attitude du visage et du corps qui se referme, essayer de faire la gueule, de paraître plus baraqué qu'on ne l'est. Et on le fait, en fait, instinctivement, parce que c'est juste qu'on n'a pas envie d'être abordé. Celui qui montre une image de faiblesse ou d'être trop disponible va être emmerdé. Et une fois que vous revenez dans un quartier tranquille, hop, les épaules se détendent, le sourire revient. Je me suis fait moi-même une fois la réflexion en le faisant, je me dis tiens, j'ai adopté cette attitude sans y penser, j'ai pas fait une grande théorie, j'ai pas lu des livres là-dessus, mais c'est juste qu'on le fait tous spontanément. Eh bien, dans le langage, où là il faudra privilégier plutôt la deuxième attitude, c'est-à-dire l'ouverture de la politesse, de la sympathie et de l'ouverture, on le fait aussi spontanément, du moins on le devrait. Même si sur les réseaux sociaux, beaucoup se braquent. Mais le fait d'avoir ces adversaires dont je parlais avant, c'est une chance parce qu'on peut les prendre comme contre-exemple. Il ne faut absolument pas les imiter. De même qu'il ne faut pas imiter les féministes, par exemple, qui veulent se réapproprier le stigmate et qui ont tort, il ne faut pas le faire. Il ne faut pas non plus tous les imiter dans leur manière de se battre. Ils font preuve de mauvaise foi. Ne le faisons pas. Ils ont des arguments d'autorité pour vous faire taire parce qu'ils sont dans une verticalité qui le leur permet. Vous n'avez pas ce luxe et en plus il ne faut pas le faire parce que c'était malhonnête. Alors vous êtes aguerris à avoir des arguments qui, pour autant qu'on veuille bien les écouter, ont l'avantage sur ceux de vos adversaires parce qu'ils sont construits, ils sont cohérents. C'est ça le principe de non-contradiction. Il faut avoir une armature doctrinaire parfaite. Eux refusent de débattre. Vous n'avez pas peur du débat et c'est pour ça que vous leur faites peur d'ailleurs. Quand le débat a lieu, vous risquez de prendre l'avantage. Et c'est bien pour ça qu'ils refusent. Ils sont, comme dirait Nietzsche, là aussi, dans une morale ou une politique du ressentiment. Et dans une schizophrénie, dans ce qu'Orwell appelait la double pensée dans son roman 1984. Il écrivait, là c'est pas dans son roman, c'est dans un autre texte, un article, Orwell écrivait « L'argument selon lequel il ne faudrait pas dire certaines vérités car cela ferait le jeu de telle ou telle force sinistre et malhonnête. » En ce sens que les gens n'y ont recours que lorsque ça leur convient personnellement. Sous-jacent à cet argument, on retrouve habituellement le désir de faire de la propagande pour quelques intérêts partisans et de museler les critiques en les accusant d'être objectivement réactionnaires. Ça a été écrit dans les années 30, je crois, mais aujourd'hui, cette expression « faire le jeu de », on entend ça tout le temps. Il y a un proverbe populaire, je ne sais pas si ça vient de Suisse, mais on l'entend beaucoup chez nous, c'est quand on voit ce qu'on voit et qu'on entend ce qu'on entend, on a bien raison de penser ce qu'on pense. Ça c'est le proverbe qui fait rire les bobos en disant quelle naïveté populacière. C'est juste l'équation X égale X qui fait jour, ne nous faites pas croire qu'il fait nuit, on ne peut pas prendre des vessies pour des lanternes. Et c'est ce qu'Orwell résolvait dans son roman sur le totalitarisme 1984 par la notion de stop crime. Stop crime, c'était un mot qu'il avait inventé pour dire que quand quelqu'un se met à voir cette contradiction de sa tête, il se stoppe, non seulement pour ne pas le dire, parce que sinon il risque gros, mais même pour ne pas le penser. Notamment, on y revient, par la disparition des mots qui définissent ce à quoi il pense. Le politiquement correct, disait Pierre Manant, est la langue des gens qui tremblent à l'idée de ce qui pourrait arriver s'ils arrêtaient de se mentir.
C'est comme dans le conte d'Anderson, je crois, Les habits neufs de l'empereur. On a une cour de courtisans, on pourrait dire c'est les bobos aujourd'hui. L'empereur fait venir le meilleur couturier du royaume, et tout le monde a tellement confiance en ce couturier, alors que personne ne connaît rien à la couture, que comme c'est lui le maître, on va croire tout ce qu'il nous dit. Pour un prix d'or, il lui fait un magnifique costume, sauf qu'en fait, il tisse sur du néant. L'empereur est nu. Et l'empereur se voit nu, mais il dit non, mais qui suis-je pour juger cet artiste en plus, c'est tellement cher que ça doit être de l'hermine, invisible, ou mais de l'hermine quand même. Il défile dans les rues, tout le monde voit qu'il est à poil, mais personne n'ose rien dire, surtout pas les courtisans, en disant mais mon Dieu, mais oui, on comprend rien, comme on dirait aujourd'hui, on comprend rien à l'art contemporain, mais c'est super, mais on est trop bête, donc on va applaudir quand même. Et c'est juste un petit gamin qui dit mais l'empereur est nu. Et ce petit gamin, dans cette métaphore que je vous fais, c'est peut-être le peuple tout simplement, ou l'opposition. Il y a une contradiction entre ce qu'on est obligé de dire et ce qu'on dit. Nous, cette contradiction, on la ressent pas parce qu'on dit ce qu'on pense. Les défenseurs du système sont dans cette schizophrénie permanente, la stop-pensée d'Orwell. Ce qui fait qu'ils auront beau dire que, par exemple, nous sommes dissidents, mais c'est pas tant nous qui sommes dissidents, c'est le réel qui est dissident. Quand on dit que l'empereur est nu, c'est pas une opinion, c'est un fait. Eh bien, les faits sont contre eux, et les faits sont plutôt en notre faveur. C'est pour ça qu'il est important de confronter toujours les faux rebelles à leurs contradictions. Je pense à un exemple, j'ai lu récemment un livre qui a été écrit par les Femen, qui s'appelle Rébellion. Voilà, là aussi, un mot novlangue. Elles font à un moment une action à Notre-Dame, je ne sais plus exactement ce que c'est. Elles sonnent les cloches, et puis ensuite, elles se déguisent en Vierge Marie, et puis elles font saigner du mou de veau. Enfin, c'est un truc sur l'avortement. Et la couverture médiatique n'est pas très bonne. Et une des militantes françaises dit « La réaction à cette action a été pour nous très inattendue. Pour la première fois, les médias et les politiques nous ont désavoués. D'un coup, nous sommes passés du statut de martyrs de la République à celui de sorcières. » Pour des filles qui ont écrit un bouquin qui s'appelle Rébellion. Donc pour la première fois de leur carrière en France, alors qu'elles étaient devenues la nouvelle Marianne de la République et que l'une d'elles avait même son portrait sur un timbre, tant qu'on se dit ça alors, on fout la merde partout, et puis même Libération arrête de dire qu'on est des saints, c'est bizarre. Quand ça leur arrive, qu'elles comprennent qu'est-ce que c'est d'être dissident, qu'est-ce que c'est d'être opposant, qu'est-ce que c'est d'être résistant. Je parlais de les habits neufs de l'empereur, je ne sais pas pour rien que j'ai parlé de l'art contemporain. Un exemple qui est arrivé à 100 mètres de chez moi, dans la ville qui est la mienne, Neuchâtel, où on a décidé d'installer une statue d'art contemporain qui représente un clitoris. Encore, faut le deviner, hein, parce que un beau connaître la chose, quand c'est à ces dimensions-là, c'était d'ailleurs pas vilain, ni beau, ni moche, c'était juste... Enfin, la polémique n'a eu lieu que parce qu'il y a eu le paratexte autour de l'œuvre qui nous dit que c'est un clitoris, et puis alors évidemment ça a créé quelques petites réactions, et l'artiste, un artiste genevois qui a été interviewé, s'est présenté comme un artiste sulfureux. Alors voilà, aujourd'hui un artiste sulfureux, c'est quelqu'un qui pense qu'on peut encore choquer le bourgeois comme au 19e. Et quand les Femen disent « nous sommes rebelles, mais nous avons derrière nous Libération et Mediapart », ou quand un artiste comme ça dit « nous sommes sulfureux, mais notre œuvre est imposée à la population par le pouvoir politique et les subventions », eh bien non, ce n'est pas ça être dissident. Quand vous avez un militant en face de vous, ne jamais oublier de lui dire « mais attention, quel risque tu as pris toi, professionnellement ?» En Suisse, j'ai un ami qui travaille pour l'État, enfin qui est fonctionnaire, et qui me disait « mais t'exagères, on est dans une belle démocratie, arrête de faire croire qu'on prend des risques pour ses idées. Moi, tout le monde sait qui je suis, tout le monde sait ce que je fais, mes collègues savent ce que je pense, mon patron sait ce que je pense, et j'ai jamais été inquiété. » J'ai dit « oui, mais tu es enseignant, et puis tu es candidat PS. » Ben voilà. Et vous voyez, la question, c'est pas l'engagement, c'est quel engagement. Vous pouvez toujours dire qu'il y a une liberté, voilà, c'est le principe Hitler-Staline. Je peux dire tout ce que je veux parce que je suis dans le sens du pouvoir. Mais la vraie rébellion, ce n'est pas cela. D'où l'important, et j'en reviens au début, du terrain métapolitique, culturel, on pourrait dire. Il faut opter pour une stratégie d'ouverture, refuser la marginalité, et cette marginalité qui est ou un signe d'échec ou un romantisme historique mal placé, ça sert à rien d'avoir raison dans sa cave avec 5 copains, parce que ça n'ira pas beaucoup plus loin, surtout si la cave est étanche, fermée. D'où l'importance, comme je le disais, de garder un état d'esprit optimiste. On connaît tous cette phrase de Maurras, tout désespoir en politique est une sottise. C'est rare que je cite Maurras, mais alors là vraiment je suis complètement en accord avec cette phrase, tout simplement parce que c'est pas mobilisateur, comme on l'a dit. Gramsci parlait du pessimisme de la raison et de l'optimisme de la volonté. C'est assez vrai, la volonté est fondamentale. Et c'est pas parce que le rapport de force vous est défavorable que vous êtes objectivement faible. Il faut pas oublier, quand on parle de pensée dominante ou de pensée unique, qui est
qui est une notion fausse parce qu'elle fait croire qu'elle est unique. En fait, elle n'est absolument pas unique, c'est juste qu'elle est hégémonique, c'est-à-dire qu'elle essaye de ruisseler avec peine du haut jusqu'en bas, mais arithmétiquement, elle est extrêmement minoritaire. La pensée dite unique que vous entendez partout dans les médias concerne numériquement une minorité. L'opinion publique recèle beaucoup de potentiel pour les idées de l'opposition, contrairement aux élites que vous ne pourrez jamais convaincre. Il y a la majorité d'un côté et l'hégémonie. L'hégémonie, c'est la force, mais la majorité peut être aussi une force. C'est Elisabeth Lévy qui disait une fois, pour illustrer cette opposition, que si Éric Zemmour et Edoui Plenel se disputaient le suffrage des électeurs, le premier l'emporterait haut la main. Mais s'ils comptaient leurs partisans dans les médias, ce serait le patron de Mediapart qui en ferait sans peine. Ça ne veut pas dire, quand je parle d'optimisme, je ne suis pas en train de défendre la pensée magique ou la prophétie autoréalisatrice. Hein. Je vous ai fait plutôt un exposé rationnel, voire matérialiste. Mais la volonté, dont parle Gramsci, l'optimisme de la volonté, est fondamental. Il y a des dynamiques du succès. On sait que ça marche en argent et en affaires. Quand on dit les riches sont de plus en plus riches, les pauvres sont de plus en plus pauvres, c'est en partie un problème d'inégalité sociale et politique, mais c'est aussi en partie, malheureusement, parce qu'il y a des dynamiques du succès et de l'échec. C'est pareil dans la séduction amoureuse d'ailleurs, et dans plein d'autres domaines. Pourquoi n'en serait-il pas de même en politique? Je termine par un dernier exemple métaphorique, qui a une blague que se font les biologistes, que je trouve assez drôle quand ils parlent du bourdon. Le bourdon, c'est ce petit truc très, très dodu, avec des toutes petites ailes. Les biologistes disent... Le bourdon, contrairement à la guêpe, à la mouche, à l'abeille, c'est très étrange parce qu'il est lourd et il a de très petites ailes. En fait, si on examine, si on fait le rapport de densité, il ne devrait pas pouvoir voler avec ses petites ailes. Tout le monde le sait. Tout le monde sait que le bourdon ne devrait pas pouvoir voler. Tout le monde le sait, sauf lui. Donc, il vole. Alors là, je ne vais pas faire un mauvais jeu de mots entre le bourdon et le bourbon, et puis je vais m'arrêter sur ce mauvais jeu de mots. Mais vous voyez l'idée. C'est-à-dire, il y a une réalité objective, il ne faut pas la nier, mais la volonté peut quand même faire des miracles. Voilà, je vous remercie de votre attention. On peut avoir un petit quart d'heure là, s'il y en a qui ont des questions. J'ai envie de te dire, tu sais pas à quel point tu es maurassien. Non, la critique du romantisme. Chaque fois que tu as évoqué le romantisme de gauche, le romantisme de droite, le romantisme politique, le romantisme littéraire, etc., c'est une grande partie de l'œuvre de Maurras de dénoncer le romantisme. Oui, mais il le dit comme pionnier, mais ensuite, à sa suite, on peut imaginer un romantisme maurassien par référence au passé qu'il représente. C'est inévitable même. Et d'ailleurs, l'histoire de la F aussi, c'est pareil. Quand tu as donné plein d'exemples issus de l'extrême gauche, oui, parce que c'est ce que je connais mieux. La marginalité, les échecs auxquels ça conduit, j'aurais pu faire le même exposé à partir d'exemples tirés exclusivement de l'histoire de la F. Ah d'accord. C'est vraiment... les problématiques sont les mêmes. Cagoule, etc. Il y a plein d'autres exemples, ou même dans la période récente, d'échecs de générations militantes à cause des travers dont tu parlais à propos de l'extrême gauche. Donc on pourrait très bien prendre les exemples en interne. Ce qu'on trouverait peut-être pas dans les partis du centre du système, parce que finalement on y accède plutôt pour défendre des acquis, un confort. Parce que cet idéalisme, je le critique parce que je dis qu'il peut être contre-productif, mais en même temps j'ai beaucoup de sympathie pour ça. Parce que quand des jeunes s'engagent dans des partis ou des groupes, parce que ils veulent défendre un héritage ou qu'ils ont des exemples historiques qui sont héroïques, c'est un dépassement de soi-même. L'héroïsme est une chose très belle. Vous avez compris, mon propos porte non pas sur les idées elles-mêmes, mais sur la manière de les communiquer. Qu'est-ce que vous pensez de l'entrisme? Avec les idées qu'on a, on pointe vite l'oreille, quoi. Puis on se fait assez rapidement... C'est quoi? C'est la stratégie Buisson. Oui, Celle du Grèce, dont tu parles. Oui, mais le problème, c'est que dans les faits, dans l'expérience historique, ça a rarement marché. Moi, je connais bien, parce que c'est le milieu dont je viens, l'histoire du trotskisme. Le trotskisme, contrairement au marxisme-léninisme classique, est un entrisme. Ce qui fait que, par exemple, dans tous les pays d'Europe, les sections complètement minimes et groupusculaires de la 4e internationale, donc trotskiste-léniniste, souvent, lors des élections, n'ont pas soutenu les partis d'extrême gauche, comme le Parti communiste, mais carrément le Parti socialiste, qui pourtant était beaucoup plus bourgeois, social-démocrate, différent. Mais ils les soutenaient par pragmatisme et ils envoyaient leurs meilleurs éléments, pensez à Jospin, qui était un élément brillant de la 4e internationale. L'entrisme s'est transformé en son inverse, c'est-à-dire que la minorité est phagocytée par la majorité. Et c'est toujours ce qui se passe. À l'extrême droite, on a aussi des exemples, je sais pas, Alain Madelin. Je pense à Buisson, parce que Buisson, c'est un type un peu différent. C'est pas un militant de parti, c'est un idéologue, un doctrinaire, un conseil du prince. C'est beaucoup plus intéressant de lire son livre que de voir son effet sous le gouvernement Sarkozy, qui est à peu près nul. Donc, moi, je suis assez sceptique. Après, est-ce qu'il faut en décourager les gens ?
je sais pas, mais ils risquent de perdre non seulement leur âme, mais leur capacité d'action. En plus, votre cas est particulier parce que le cas royaliste, ben, j'imagine que c'est pas forcément, contrairement à ce qui peut être le cas pour l'extrême gauche, c'est pas forcément d'accepter cette logique partitocratique. Donc, est-ce que ça vaut vraiment la peine? Ça, je ne peux pas répondre à votre place. L'autre point où tu as effleuré sans y penser l'histoire de la F, c'est sur la durée. Tu y pensais, si, par exemple. C'était ce problème qu'on a avec la longue durée, c'est le fait d'avoir derrière nous des tas d'expériences et des tas d'événements, etc. Et notamment, il y a cela, parce que l'entrisme, on a tenté, la présence directe même dans les élections, on a tenté aussi. Tout a été tenté, en quelque sorte. Donc ça, c'est intéressant. Est-ce qu'il faut toujours tirer ce passé avec nous, ou est-ce qu'il faut, de manière peut-être tactique, rhétorique, le dépasser Oui, ça dépend de ce qu'on appelle l'entrisme. Moi, je parlerais plutôt peut-être de lobbying, ou bien, évidemment, ben ça c'est héritage du Grèce dans la manière dont je m'exprime maintenant, mais de métapolitique. La métapolitique, c'est pas forcément entrer dans un parti pour le miner de l'intérieur. Ce qui là serait une technique trotskiste. Hein. C'était ce que Marx appelait la taupe qui creuse, on la voit pas, puis là elle ressort. C'est une belle théorie, mais ça ne marche presque jamais. Par contre, travailler avec des laboratoires d'idées, il y a des fondations en France qui défendent plutôt des idées. Les syndicats le font à leur manière, les groupes économiques le font. Il y a même des fondations identitaires qui le font. Je pense à la fondation Polémia. Peut-être que ça me paraîtrait plus concret que rejoindre un parti, sauf si vraiment ce parti un peu auberge espagnole a des velléités ou des possibilités d'aller dans cette direction-là. Mais je vois pas, pour vous, je vois pas forcément quel serait ce parti. Le seul où il y a de la place intellectuellement, finalement, c'est En Marche. Alors là, vous partez de loin. Là, c'est vrai. Là, c'est tellement informe que... c'est ça. Bon, il y a déjà la figure du monarque, il y a déjà un décorum, mais bon, ça suffit pas. C'est vrai qu'on est arrivé dans une époque où il n'y a plus de nuances dans le propos. De façon générale, c'est génial ou c'est horrible. Et autres, et je pense que les personnes qui font partie de groupes comme la F ou autres, je ne sais pas, je ne connais pas des personnes individuelles, mais on voit beaucoup sur les réseaux sociaux des personnes qui sont sur des causes nationales et qui vont justement reprendre à leur compte ce genre de termes, c'est horrible, t'es un connard, ou t'es un sioniste, ou t'es si ça. Toujours des choses très catégoriques, alors que je pense que la chose la plus intelligente à faire, c'est de montrer justement un amour du langage et de la nuance, qui est déjà de poser la question, le mec qui va te dire, je sais pas, Marine Le Pen, c'est contre la démocratie. Ok, alors qu'appelles-tu démocratie? Et à partir de là, commencer un peu à démonter les choses. Et là, en fait, le spectateur, le lecteur, on va dire, sur Facebook, va voir que toi tu as un propos construit, et même s'il n'est pas d'accord à la base avec tes idées, tu vas ouvrir une entrée. Tu m'as reproché plusieurs fois le fait de me justifier, des fois sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'est des fois un peu star, parce que tu as envie de donner, vraiment de gagner face à ton interlocuteur. Bah, si tu te justifies, c'est que tu avoues déjà que tu es... Tu pourrais être coupable de quelque chose, mais c'est surtout, je pense, de démontrer par l'intelligence du langage, surtout pour une association comme AF, qui sont quand même d'une grande culture et d'une grande langue, que sont la culture et la langue française. Rien que de démontrer ça donne envie de lire et donne envie de suivre. Oui. Comment on procède pour imposer une idée dans le débat, comme le Grèce autrefois, avec par exemple la préférence nationale? Je pense que c'est un travail d'agitation politique. Aujourd'hui, ça prend d'autres formes parce que vraiment, ce qu'il n'y avait pas autrefois, c'est aussi Internet qui permet cette horizontalité et cette liberté. Les médias sont toujours autant cadenassés qu'avant et même davantage, mais il existe des marges qui sont plus que des marges d'ailleurs, dans lesquelles il est possible de s'exprimer. Au niveau de la communication de masse, il y a des signes d'identification, des signes de ralliement qui tout d'un coup, on ne sait pas, ça c'est lié à la communication moderne. Les bonnets rouges, voilà, tous les Bretons qui défendent ça mettent un bonnet rouge dans un style un peu plus potache. Il y a cette fameuse quenelle de Dieudonné qui n'a pas changé le monde, mais qui en termes de communication est quand même une chose à étudier parce que tout d'un coup c'est devenu un signe de ralliement énorme et qui a été complètement stigmatisé. Je prends un exemple suisse, la chemise que je porte là, c'est ce qu'on appelle la chemise Edelweiss, qui est une chemise d'Armaï qu'on porte dans les montagnes. Il y a quelques années, ça a été un signe de solidarité avec des jeunes lycéens, je crois, qui portaient cette chemise et qui ont été virés de leur école parce que c'était considéré comme un symbole identitaire suisse, donc potentiellement raciste. Vous voyez où on en est. C'était anecdotique, ça s'est pas reproduit 10 000 fois. Le fait que tout d'un coup, des gens, des patriotes portent cette chemise, que même des candidats sur leurs affiches électorales portent cette chemise, ça faisait quelque chose. Alors que quand les tenants du système le font, avec, je sais pas, rappelez-vous, Hollande et son symbole double quenelle inversée, enfin, ça n'a pas tenu, puis ça a fait rire. Ou bien même, ces derniers jours, toutes ces féministes avec les hashtags MeToo, balance ton porc, à chaque fois que le font, ça fait l'effet contraire, c'est-à-dire que ça vire à l'ironie, à la parodie, à la caricature, alors que quand nous on le fait,
ça peut faire un peu peur, ça peut criminaliser, mais on nous prend au sérieux. Et c'est tout à fait normal. C'est-à-dire que ces signes de ralliement, ces espèces de codes de communication, quand ils viennent de l'opposition, ils inquiètent. Quand ils viennent du pouvoir, ça ne prend pas parce que le pouvoir n'a pas à communiquer comme ça, de même que BHL n'a pas à faire des vidéos dans son salon. Et du coup, quand ils le font, on se marre. De un, parce qu'ils sont mauvais, et puis de deux, parce que le pouvoir ne peut pas jouer le jeu de la rébellion. Alors évidemment, je sais bien qu'on ne va pas changer le monde en mettant des bonnets rouges, mais tout ce que j'ai dit, vraiment, c'est plutôt des expériences, c'est de l'ordre de l'empirique, du bon sens. C'est la question que posait monsieur. Je pense que, non pas l'entrisme, mais le lobbying, essayer d'intervenir sur le débat public, mais même dans le dialogue de tous les jours, le dialogue interindividuel, faire évoluer les choses. Et quand une idée finit par être dite comme quelque chose d'anodine, elle cesse d'être indicible, elle devient donc admissible, qu'on soit d'accord ou pas, et quand elle est admissible, elle entre dans le débat. Mais d'abord, briser le cordon sanitaire. Je ne peux pas être plus précis, après ce seraient des exemples particuliers, mais essayer de sortir du ghetto. Il n'y a aucune raison d'y rester. Exemple récent, le grand remplacement de Camus. C'est bizarre, parce qu'il est parfois très maladroit. Mais il a finalement cette expression. C'est quand même imposé. C'est un terme qui était présent au sein de la campagne présidentielle. Tous les candidats. Mais parfois le mot ne suffit pas. Sous Sarkozy, il y avait eu ce débat dit de l'identité nationale, c'était Éric Besson. On pourrait dire, c'est déjà une victoire symbolique. Enfin, on parle d'identité nationale, alors que ce mot n'était pas dissible. Mais ça a donné quoi? Ça a donné une réappropriation sur du vide. Donc le mot ne suffit pas, mais c'est déjà un premier pas. La réalité en face. Et là, c'est le cas pour le grand remplacement. C'est-à-dire qu'effectivement, si ça marche, voilà, c'est quelque chose qui parle, forcément. Si je peux me permettre, pour la question de mademoiselle ou madame, par rapport justement à la préférence nationale, on revient à nouveau sur simplement la logique des choses. Comment faire accepter le principe de la préférence nationale si on ne rentre pas dans le jeu où préférence nationale devient exclusion des autres? C'est toujours une question de point de vue. Préférence nationale veut dire protéger les siens, mettre une connotation positive. On est dans du langage. Parce que la personne qui n'accepte pas la préférence nationale, c'est parce qu'il dit « Ah, tu veux exclure les autres ». C'est comme le grand remplacement. Au final, c'est les personnes à nier le grand remplacement, mais c'est juste que derrière, ils disent « Oui, on se fait remplacer ». Et alors c'est ça la réponse. Le système, lui, nie. Le système nie. Oui, nie. C'est le stade suivant. Un livre qui est sorti récemment qui s'appelait, je crois, Les néo-réactionnaires, dont un chapitre parlait de Renaud Camus. Même le journaliste qui était très méfiant admettait une chose, dit « Avec Renaud Camus, ce qui est embêtant, c'est que ses adversaires disent, de 1, le grand remplacement n'existe pas, de 2, c'est pas grave. » Donc voilà, un orateur grec, quelqu'un lui avait prêté une marmite, et il rend cette marmite à son ami, et puis son ami lui dit « Ah mais il faut me la rembourser, cette marmite est trouée, tu devais me la rendre dans l'état dans lequel je l'avais prêtée. » Et puis il répond de 1, elle n'est pas trouée, de 2, le trou était déjà là, puis de 3, tu m'as jamais prêté cette marmite. C'est exactement la théorie de négation du grand remplacement. Mais le fait qu'ils disent ça, parce que là la mauvaise foi est difficile à tenir, c'est déjà un petit progrès. Dire ce n'est pas grave, c'est déjà dire ça existe.